Et en fait, en 91, ils préfèrent faire l'impasse pour développer la TS010, qui est l'équivalent de la 905, mais japonaise. Franchement, il me faisait de la peine. Et pour animer la conférence de presse de fin de course, depuis des années, je voyais Kobayashi arriver. Et Ouais. il est quand même toujours sympa. Tu vois, il fait toujours des petites blagues, mais tellement frustré. À chaque fois, c'est lui qui était deuxième. Derrière l'équipage Buemi, Nakajima, soit Alonso, soit Hartley. Mais jamais ça allait dans leur sens, quoi. Et enfin, là, la délivrance en 2021. J'étais quand même vraiment super heureux pour Conway, Kobayashi et Lopez. Franchement. En gros, ils se disent, mais là ça va quand même plus loin, c'est pas juste pour entraîner les mécaniciens, ils se disent, on va motoriser une équipe en LMP1, on va envoyer des ingénieurs sur place, comme ça on va récupérer de la data, voir si ce moteur est fiable en conditions, etc. etc. Et donc ils ont choisi Rebellion. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie du rédacteur en chef d'Endurance Mag, spécialiste de l'histoire des 24 heures du Mans, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors voilà, je te présente en tant que spécialiste des 24 heures du Mans parce que oui, après une petite semaine de pause, on se l'est octroyé, eh bien on est de retour avec un nouveau numéro spécial, encore un numéro historique. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'histoire de Toyota et une histoire riche s'il en est évidemment. Alors comme vous le savez, dans l'Endurance Club, eh bien, on a l'habitude de donner des chiffres, des infos insolites et des informations, des statistiques, bref, vous le savez, pour continuer de vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tous vibrer. Et aujourd'hui, on en a des chiffres, on en a des faits marquants. On va retracer la présence de Toyota dans la Sarthe. Il y a vraiment des choses à dire. Déjà, le premier point, c'est que il y a eu pas mal de malchance quand même pour le constructeur japonais. Clairement, ouais, c'est ça. En fait, ça fait 40 ans que Toyota est présent officiellement aux 24 heures du Mans. Un peu plus, on va le voir, enfin on peut même entamer directement ça. On profite de cette occasion des 40 ans pour revenir sur cette épopée. Et comme tu le dis, elle a été marquée par des hauts et des bas, mais quand même globalement par beaucoup de bas avant d'enchaîner les 5 victoires qu'on connaît, les 5 victoires de rang à partir de 2018, quoi. Mais avant, ça a quand même été c'est une histoire intéressante parce que beaucoup de déceptions, d'échecs, alors qu'ils étaient vraiment tout près, un chapelet de deuxième place qu'ils ont collectionné aux 24 heures du Mans, mais pourtant une vraie montée en puissance, c'est-à-dire que c'est pas non plus... Toyota, c'est pas un constructeur qui a eu des points hauts et puis après faisait n'importe quoi. Non, au contraire, si tu pars des années 80 jusqu'aux années actuelles, il y a une vraie progression dans le sens nombre d'engagements, nombre de voitures à l'arrivée, place. Enfin, en fait, aujourd'hui, franchement, Toyota, même si les 24 heures du Mans depuis 2 ans leur échappent, aujourd'hui, Toyota est plus fort que jamais et elle est en pleine possession, en pleine maîtrise du sujet 24 heures du Mans, beaucoup plus qu'au départ dans les années 80 ou même dans les années 90, il y a eu des coups d'éclat, quoi. Ce qui est fou quand même, c'est qu'on peut se dire que Toyota, honnêtement, si on voit le travail qui a été fait depuis les années 80, mériterait d'avoir quoi, 10 victoires et peut-être qu'Audi en aurait que 10 ou 9. Enfin, je veux dire, ça pourrait être complètement inverse, hein, les chiffres. C'est vrai que j'aime bien faire ça, tu sais, oui. genre les victoires qui clairement allez, il y en a combien qu'on peut leur octroyer qui auraient été mérités? Alors, je sais pas si je fais dans l'ordre, mais pour moi, 2016, évidemment. Oui. 2014 aussi, quand même. 2014, c'est Nakajima qui est en tête et au petit matin, il y a le faisceau électrique qui prend feu et du coup, la caisse est immobilisée entre Mulsanne et Indianapolis. Ouais. Et 2014, ils étaient vraiment au-dessus. Ils sont champions du monde d'endurance. La caisse, elle est vraiment très fine. L'Audi est un peu en retard et je crois que d'ailleurs Tréluyer, Lauterer et Fassler qui gagnent on change un turbo en début de course. Enfin en fait pour eux la course elle est paumée, quoi. Ouais. Ils se disent de toute façon ils ont perdu 40 minutes je crois et finalement ils gagnent, donc vraiment c'était une édition pour Toyota. Il y a aussi 99 qui quand même c'est clair pourrait leur revenir. 98 moi je dirais aussi. 98 aussi, ouais, potentiellement. Et puis même avant, 94 94 clairement 94 c'est clair. Tu vois, donc là on en est déjà à 5 de plus. T'imagines, tu leur rajoutes 5 victoires, ça leur fait 10, et t'enlèves une ou deux à Audi, une ou deux à Porsche, t'es pas mal, quoi. Et en vrai, 92-93, il y avait quand même des trucs à gérer aussi, quoi, tu vois. C'était la TS010 quand même face au 905. On se souvient des voitures qui gagnent, majoritairement. Oui. Surtout avec le temps qui passe. Bien sûr. Parce qu'on les a en poster, parce qu'on les a en photo, parce que c'est les voitures que tu retrouves le plus souvent quand il y a des commémorations, des expos, etc.
il y a jamais une exposition avec toutes les voitures qui ont fini deuxième au Mans, tu vois. Non, il y aurait beaucoup de Toyota, beaucoup trop de Toyota. Non, mais par contre, vraiment, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un peu ce truc qui fait basculer une voiture de voiture emblématique, mythique, dont on se souvient, à voiture un peu plus dans l'oubli. Alors, la GT1 est le contre-exemple total, puisque la GT1 n'a jamais gagné, mais alors c'est vrai. Elle est, j'allais dire, peut-être, je sais pas si elle est plus mythique ou plus connue que la V12 LMR de 99. Oh si, ou que la ça 900 je pense. GT1, mais ouais, Bien si, sûr. tu vois, carrément. Ouais. Et en plus, même 99, ce qui est pire, c'est que je pense que la V12 LMR, elle est plus mythique dans sa livrée que moi je trouve dégueulasse. La livrée, tu sais, Protect Me From What I Want, le truc qu'elle avait au préliminaire. Ouais. Je connais plus de gens qui sont fans de cette livrée que la voiture qui gagne, qui en fait n'a pas de livrée. Enfin, elle est blanche, donc de toute façon. Oui, c'est BMW Motorsport, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que la GT1, tiens d'ailleurs, on fera un épisode. Enfin, franchement, je pense qu'on peut pas faire autrement. On a fait un épisode sur la Jaguar qui m'a fait très plaisir, évidemment, la XJR9. On est obligé de faire un épisode sur la Toyota GT1 dans l'année. Un jour, ça viendra. Oui, bien sûr. Ça, c'est clair, parce qu'on a des choses à dire. Avant, quand même, d'aller un tout petit peu plus loin dans cet épisode, je vais répondre à la question qui a été posée par Julien Ergo, qui nous a laissé ça comme ça. Ah oui, à la joué, fin. Oui. Eh ben oui, à la fin de notre épisode précédent. Et comme je sais que vous êtes des fidèles auditeurs, vous voulez la réponse. Alors, certains d'ailleurs nous ont contactés et ont donné la bonne réponse, que ce soit en commentaire ou par mail. Et donc en 95, que s'est-il passé? Eh ben en 95, il y a eu la création de la parade des pilotes. Donc ça a été la création à ce moment-là. Ça a été une idée comme ça, lancée même pas par la CO d'ailleurs. Et maintenant c'est devenu incontournable et on va fêter les 30 ans justement de présence. 31e édition donc en 2025 pour cette parade des pilotes. Mais c'est vrai qu'à l'origine ça a été lancé comme ça un peu à la cantonade, quoi. Ça reste toujours quelque chose d'indépendant aujourd'hui, au sens où ça peut paraître un détail pour vous, hein, mais par exemple, si on veut, nous, en tant que média, qu'on travaille pour l'Automobile Club de l'Ouest, ou qu'on soit indépendant, si on veut assister à la parade, il faut avoir une autre accréditation, il faut avoir d'autres accès. Enfin, il y a des trucs un peu indépendants, et c'est d'autres interlocuteurs, etc. Donc c'est marrant, ça fait un événement dans l'événement, entre guillemets, parce que ceux qui organisent la parade des pilotes sont évidemment bénévoles déjà, et passionnés par la course, mais c'est pas la CO ACO, quoi. Voilà, il y a cette petite distinction. Et ouais, la parade, c'est clair que c'est un truc de fou. 95, il y a des photos où tu vois qu'il n'y a pas de barrière, il y a déjà énormément de monde. Enfin, ça paraît être une autre époque aujourd'hui, quand tu vois que tu fais un événement festif. On a eu un bon exemple ce week-end, avec le PSG qui est champion d'Europe et des débordements de dingue. Tu vois qu'aujourd'hui, Le Mans échappe à ça, heureusement, en tant que sport en course automobile, mais tu vois bien que c'est difficile aujourd'hui d'organiser un événement avec beaucoup de public, il y a une telle ferveur, un tel engouement, et il y a parfois des débordements. 95, ça paraît lunaire, quand tu regardes, c'est ouvert de ouf, quoi. Après, la parade garde toujours quand même ce côté proximité, je trouve. Ouais, c'est vrai. Il y a de plus en plus de monde, quand même. Peut-être même trop. Moi, je t'avoue que je sais que toi, c'est ton... Ah, mais moi, je kiffe. Ah ouais, je sais. Toi, c'est ton petit truc, pas ton truc préféré de la semaine, mais je sais que t'adores ce moment-là de la semaine, avant la course. Ah parce que je peux monter dans les voitures historiques, tu sais, et aller au plus près des pilotes. En fait, en vrai, si j'étais derrière les barrières, peut-être que j'aurais pas le même ressenti. Mais là, j'ai la chance pour la CO, justement, de pouvoir faire des interviews, d'être dans ce couloir, j'allais dire, avec les autos qui passe évidemment, et donc depuis, en fait j'ai commenté une année la parade, mais alors ça c'était frustrant, tiens, je vais vous dire, voilà, on est entre nous, j'étais dans un bureau boulevard de Morieux, donc pour ceux qui connaissent Le Mans, j'étais à 1 km, mais j'étais pas du tout sur place, donc en fait je commentais la parade depuis un bureau, donc ça a été, je pense, une frustration un petit peu, parce que là, en plus, d'habitude, si tu veux, je commande depuis Paris et je suis pas sur les événements, là j'étais carrément dans la bonne ville, mais j'étais pas 1 km sur l'événement. Bon, ça c'était un peu compliqué, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Et par contre, depuis quelques années maintenant, pour animer la fanzone, eh bien, on est en direct et on fait des interviews. Et moi, si tu veux, ce qui me tient à cœur, et tu me connais, et vous me connaissez certainement, eh ben, c'est d'aller à la rencontre de tous les pilotes, pas juste des Français, mais de tous les pilotes qui sont présents. Et la première année, alors maintenant ça y est, ils le savent, mais la première année, il y a des pilotes, je crois que c'était Felipe Nasser, ou je sais plus quel était le pilote, ou Nick Tandy peut-être. Je vais le voir, il dit « Ah, I don't speak French ». Mais moi je m'en fiche que tu speak French, il n'y a pas de problème. Non mais oui, parce qu'il pensait que j'étais comme les autres speakers, aller juste parler aux Français. Et d'ailleurs moi c'est quelque chose qui me choquait profondément. C'est-à-dire que tu as 3 pilotes et t'en as qu'un seul qui parle, et les autres ils sont là, ils se tournent les pouces, ils balancent leurs goodies. Et non, moi je suis vraiment, quand je peux en tout cas, eh bien, très client d'aller voir tout le monde, tous les pilotes, et je cours un peu partout. Je fais ralentir rien du tout de la parade, enfin je monte dans les voitures, etc.
caméra, je Après, redescends, je recours. Enfin voilà, ça se fait de manière très fluide. tu fais aussi partie des personnes, des speakers ou des commentateurs, enfin ouais, des animateurs dans ce milieu qui contribuent aussi justement à avoir cette ouverture. Ce que je veux dire, c'est que pendant très longtemps, Le Mans, putain, je devrais peut-être pas dire ça une semaine avant d'y aller, mais non, mais le Mans a quand même toujours été, enfin, a longtemps été un peu enfin, tu vois, centré Oui, un sur petit les peu. intérêts Ouais, c'est vrai. français. C'est Et vrai. évidemment, la parade, c'est ça aussi. Quand t'as parce qu'il y a la parade, si vous connaissez pas, il y a plusieurs endroits où les voitures, entre guillemets, il y a des podiums un peu intermédiaires où les voitures Oui. s'arrêtent, ou en tout cas les pilotes sont sollicités, Bah, en etc. fait, il y a Bruno qui ouvre le bal sur Voilà, le c'est podium ça. principal. Et puis Ouais, ensuite, il y a 3 points d'étape, je crois, c'est ça. avec des speakers Et différents. évidemment, quand tu as Sébastien Bourdet qui débarque, quand tu as un Romain Dumas, évidemment, il y a une clameur et c'est plus facile d'avoir cette proximité pour les différents intervenants qui sont là. Mais toi, je sais que, ouais, français, japonais, Ah bah colombien, oui. péruvien, Allez, tu moi, t'en dès fous. qu'ils me Enfin, répondent, il y a ah aucun ouais. problème. Tu sais que j'étais même allé voir Jordan Pepper qui ne roulait pas l'année avec Lamborghini. Si en plus t'en fais qui sont pas sur la liste, voilà. Ah non mais c'est magnifique. Et du coup je vais le voir et personne l'avait capté évidemment parce que lui il lançait les goodies, tout le monde pensait que c'était un mec de chez Lamborghini au marketing quoi. Et, et moi je vais le voir et il se demande pourquoi je viens le voir et je dis bah alors Jordan machin comment ça se passe et tout. Et du coup exceptionnel. Tu vois c'est vraiment des moments comme ça où ça me plaît aussi et c'est ça pour le coup merci à LMEM, merci à Le Mans Series, enfin l'European Le Mans Series parce que cette proximité je l'aurais peut-être moins évidemment si j'allais pas sur toutes Ouais, les c'est épreuves clair. d'endurance quoi. Écoute, on sera à la parade, j'y retournerai. Voilà. Il y a beaucoup de monde. Moi qui suis un peu, je suis pas agoraphobe, hein, mais il y a quand même beaucoup de Oui, monde. ok, je comprends. Quand tu es en public, je pense que c'est paradoxal ce que je veux dire, mais quand tu es en public, je pense que c'est peut-être presque moins oppressant que quand tu es dans ce fameux, comme tu l'as dit, ce fameux couloir où Ah, waouh, on est regardé, et encore, nous on n'est pas regardé, hein, moi je suis pas pilote, je suis personne, donc personne me reconnaît. Mais t'as quand même ce côté un peu waouh, oppressant, quoi. ouais, je comprends. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un moment particulier et donc bah Ouais, c'est voilà, vrai que c'est bien. Julien nous a lancé sur cette parade et c'est vrai que c'est un bel anniversaire, hein, 30 ans de la création de cette parade. Donc voilà, le vendredi, si vous êtes au Mans et donc ça sera le vendredi, pas celui-ci, hein, mais de la semaine prochaine et bien sûr la veille de la course, c'est un moment quand même particulier et que je vous invite à vivre. Alors soit sur place, soit depuis les 12 fan zones ou une des 12 fan zones sur le circuit, parce que ça peut aussi être ça. Moi, finalement, je fais le direct pour les fanzones et pour les réseaux sociaux. Et donc, du coup, bah, je pense que certains peuvent rester sur le circuit sans avoir justement cette ferveur, j'allais dire en vrai, mais au moins, on Hmm. peut quand même suivre ce qui se passe, quoi. Bon, parenthèse parade Voilà. effectuée. Bon. C'est parfait. On a répondu à la question de Julien. C'est impeccable. On revient avec Toyota et on reste au Mans, bien sûr. Alors, on sait que Toyota a gagné, donc tu l'as dit, 5 fois consécutivement. Ouais. Ça a été long depuis le premier engagement en 85, donc pour Toyota. Mais c'est pas le premier constructeur japonais à avoir été titré ou vainqueur, puisque Mazda, finalement, eux, ils sont très peu venus au Mans. Et bah, on parlait de réussite. Eux, par contre, ils ont quasiment tout de suite eu de la réussite. Ça a été le premier constructeur japonais à s'imposer en 91. Comment Toyota l'a vécu? Est-ce que tu te souviens un petit peu quand ça passait à côté à chaque fois? C'était vraiment un drame national ou comment est-ce que Toyota gérait ces déconvenus, j'allais dire? Alors, sur 91, je t'avoue que je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que il y a cette espèce d'honneur, peut-être là-dessus tu veux m'emmener, mais il y a une espèce d'honneur japonais et c'est arrivé plusieurs fois lorsque les Toyota font des contre-performances que le boss de Toyota s'excuse, quoi. Oui. Enfin, fasse des excuses publiques du genre on n'a pas été à la hauteur et on reviendra plus fort. La défaite est vraiment Ah oui. un truc très très puissant chez eux. Ce qui est sûr, c'est que la légende dit, ça je l'ai pas vérifié, mais on me l'a rapporté plusieurs fois, c'est que quand Mazda a gagné Le Mans, allait gagner Le Mans et donc les dernières heures de course, apparemment toutes les télés japonaises ont coupé leur programme et ont mis Le Mans en direct parce Ah qu'il oui. fallait faire vivre ça, tu vois. Et je pense qu'effectivement chez Toyota, il y a quand même eu à mon avis un waouh, ça a dû mettre un coup de se dire c'est pas nous, quoi. C'est pas nous qui rentrons dans l'histoire de cette course en étant les premiers. Et tu Après sais que, maintenant, tiens, le temps est passé, quoi. je rebondis. Ce week-end, j'étais à Sport et Collection sur le circuit du Val de Vienne pour les 500 Ferrari contre le cancer. Et Marc Aumonier était là. Et Marc m'a raconté justement, tiens, tu vois, c'est rigolo, j'y pense maintenant, cette histoire en 91 avec Mazda. Il y avait, je pense qu'il est encore là, mais je suis pas sûr, un speaker en plus de Bruno et du speaker anglais avec Marc Aumonier à l'époque, hein, qui était dans l'équipe du circuit au micro, un speaker japonais. Et il faisait Ok. des points réguliers. Et alors, ce que Marc m'a dit,
tu vois, j'y pense là, il était en pleurs. Mais vraiment, il pouvait plus dire un seul mot. C'est-à-dire que c'était tellement fort, et tu vois, et je comprends, c'est à la fois fort dans la joie, bien sûr, et fort dans les défaites, mais c'était un événement national, quoi. C'était vraiment un séisme, j'allais dire, pour le Japon, au sens large, cette victoire de Mazda, tu vois, j'y repense là. Ah, mais clairement, elle était quand même attendue depuis longtemps. Et puis, ouais, il y a ce côté pionnier. Enfin, en fait, la Mazda, la 787B, et Mazda en tant que constructeur, sont longtemps restés comme les pionniers au Mans. Bah oui. Et je pense que Toyota a longtemps tiré cette... tu vois, à la fin des années 90, quand la GT1 est arrivée, c'était encore frais la victoire de Mazda. Donc tu te dis, ok, il y a un autre constructeur japonais qui va gagner, ça y est. Le Mans, c'est ça aussi, c'est des constructeurs américains, enfin, en l'occurrence Ford qui gagne, c'est vrai, des Anglais, des Allemands, des machins. Tu vois, et en fait, Toyota a pas réussi à faire ce coup-là. Mais Après, quand on y eu, pense, tu sais ouais. que notre épisode d'il y a 2 semaines, donc sur le Mans 95, Julien nous racontait qu'Honda avait gagné en GT. En GT2 Quand avec la même, NSX, ouais. t'as Mazda Ouais. qui gagne, t'as Honda qui gagne, et Toyota qui est là depuis 85 qui gagne pas, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et ils ont mis vraiment du temps à transformer le truc. Et en plus, mais là, je pense que j'empiète un peu sur le développement de l'épisode, mais en plus, à partir du moment où ils gagnent, il y a ce côté, ouais, mais ils gagnent, mais il n'y a plus personne en face. Alors, C'est ça. Putain, les victoires sans saveur, entre guillemets. Attention, hein, c'est pas ce que je pense moi. Hein. Mais, waouh, ça. Enfin, l'histoire de Toyota, C'est dur, hein. Toyota est fantastique. Hein. Oui, alors je sais pas si Toyota est fantastique, enfin, en tout cas la mienne est fantastique. Ouais, la tienne. Mais Toi, tu peux mettre un petit sticker peut-être derrière. Bien sûr, évidemment. Ça serait pas mal. Comme ça, que les autres le sachent que ta Toyota est fantastique. On pourrait pas faire des stickers Endurance Club justement. Est fantastique. Endurance Club est fantastique, je sais pas. Bon bref, ouais, c'est pas mal. Ok. on a des idées ici. Mais c'est vrai que tu le dis. Bah, de toute façon, cet épisode c'est vraiment pour revenir sur l'histoire globale hein, de Toyota. Mais c'est vrai qu'après toutes les malchances, en fait, tu te dis. Bon, 2016, ça va le faire. Ouah, ça le fait pas. 23h56, bam, la voiture s'arrête. C'est incroyable quand même. Enfin, vraiment, on se souvient tous des mots de Bruno. Que se passe-t-il? Mais c'était incroyable, cette sensation. J'étais sur la petite passerelle, moi, qui va du module sportif jusqu'au bâtiment principal. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'était incroyable. Je me préparais à aller au podium, moi. Et en fait, bah, évidemment, tout s'est terminé comme ça. Et surtout, eh ben, je vais aussi aller dans ton sens. Il y a donc la fameuse période où Toyota enchaîne les victoires parce que c'est vrai que la concurrence est un petit peu moins importante. Et donc tu te dis 2023, hypercar, tous les constructeurs reviennent. Bon, Toyota va forcément travailler sur son avantage, sur son expérience. Et là, 2 fois deuxième encore. C'est pas possible. Surtout que la saison 2023, c'est un récital, puisque mis à part Le Mans, il gagne toutes les autres courses. Donc il y a vraiment... ça mériterait... Enfin non, on peut pas faire cet épisode parce que c'est compliqué, mais on est en lien direct avec la BOP, avec les nouveaux arrivants, et le cela Mans, dit, etc. 2023, moi je pense que c'était quand même pour Toyota, hein, la victoire. Je veux dire, enfin, il n'y a pas de favoritisme, machin, etc. Ah non, je crois pas qu'on ait voulu faire gagner l'un ou l'autre, ça c'est une certitude. Je pense que Toyota perd cette victoire, hein, parce que c'est tellement triste ce qui s'est passé, et d'autant plus que ça s'est passé, et là on va aussi en parler et le développer, mais avec un pilote japonais au volant, Ryo Hirakawa, qui a fait une erreur anodine, mais cette erreur elle a coûté très cher, quoi. Franchement, et... Alors peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais... Je pense que vraiment dans l'histoire du Mans, en tout cas dans l'histoire récente que moi je peux connaître, jamais la CO n'a privilégié un constructeur par rapport à un autre. Je m'explique. Ouais, on peut avoir l'impression que Ferrari, ils ont des victoires qui sont offertes depuis 2 ans. Non, moi je trouve que c'est pas le cas. Enfin, comme tu l'as dit, 9 voitures dans le tour en 2024. 2023, il y a une adversité quand même face à Toyota où ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. La Ferrari qui a du mal à redémarrer. Enfin, rappelez-vous quand même ça, quoi. C'est vrai. Le dernier arrêt au stand, il est obligé de faire toute une procédure au volant, Pierre Goudy, je crois, pour relancer la chiotte. Enfin, en fait, ça pouvait basculer. Et, mais oui, et la porte, la en 2024. La CO ne décide pas du vainqueur. Et j'irai même plus loin. C'est pareil, quand il y avait Audi, par exemple, contre Pescarolo, ou les diesels contre les essences. Mais enfin, quand même, rendez-vous compte, une Pescarolo 01, aussi jolie soit-elle et aussi bien construite soit-elle, quand tu vois une Audi R10 en face ou une Peugeot 208, mais on est à des années-lumière. Alors évidemment que ça allait pas aussi vite sur un tour. Enfin, en fait, c'est pas du favoritisme, c'est juste qu'il y a un règlement. Et si la CO était partiale, s'ils choisissaient leur vainqueur, entre guillemets, un peu à l'avance, et qu'ils orientaient, mais ça fait longtemps que ça serait fini, ça serait effondré. En fait, les constructeurs, notamment, là, seraient pas revenus parce qu'ils auraient plus confiance en l'organisateur.
ça fait un peu, je suis désolé, hein, ça fait un peu, je déroule mon truc. Je suis pas rémunéré par la CO pour cet épisode de podcast, hein. Mais tu vois, je le pense sincèrement que, ouais, il y a un règlement qui parfois effectivement profite peut-être plus à certains. Oui, mais qui font ça certains c'est choix. partout, dans toutes les Ouais. compétitions auto ou moto d'ailleurs, il y a des constructeurs qui comprennent un petit peu mieux voilà, les contours du règlement. C'est le jeu. Je préférerais qu'on ait un championnat du monde d'endurance et notamment des 24 heures du Mans qui soit plus proche dans la philosophie du MotoGP par exemple, qu'on ait un espèce de vrai sport mécanique libre, etc. Sauf que c'est plus possible dans le monde dans Non. lequel on vit, c'est plus possible aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit aussi en Voilà. Formule 1. T'as plus comme à l'époque, parce que de toute façon, c'est sûr que l'intérêt serait en descendant, et on peut pas faire des formules monotypes, ça n'a aucun intérêt pour les championnats du monde. Parce que finalement, c'est un petit peu ce qu'on a tendance à penser. Ah, pour le spectacle, il faudrait tous qu'ils aient la même voiture, et là on verrait le vrai pilote. Mais on le voit en autre catégorie, en GT, dans les petites catégories, j'entends Ginetta, en voiture de tourisme, en monoplace, en Formule 3, en Formule 2. Voilà, ils ont la même voiture, ok, c'est bon. On sait qui a été bon, qui n'a pas été bon. Ouais. Et ensuite, quand on est en championnat du monde, voilà, il y a des intérêts avec des constructeurs, avec les ingénieurs qui eux aussi ont leur mot à dire, les motoristes. Enfin, moi, je trouve que c'est ça aussi la compétition. Alors malheureusement, oui, certains peut-être n'ont pas les armes pour se battre alors qu'ils ont un niveau de dingue. Je parle des pilotes. Bah oui, mais c'est comme ça, hein. Non, mais je suis d'accord. Bon, alors, replongeons dans cette Oui, montée en. alors, je voulais quand montée même en te pression. lancer Pardon. sur un petit sujet en évoquant 2023 et Ryo Hirakawa. C'est le fait d'avoir cette tradition qui maintenant, je pense, n'est plus tout à fait Ah. la bonne ou la vraie, c'est de faire terminer l'épreuve par un pilote japonais, justement. C'est d'avoir un japonais par voiture. Ça, c'est sûr. Et parce que à l'époque, chez Peugeot, on avait un peu oublié de le faire, je crois. Une époque. Aussi, il y a toujours eu un français quand même sur les voitures. Ouais, si, je Non, crois. pas 2009. 2009, il n'y a pas de Français qui Ah, gagne voilà, c'est pour ça, c'est Peugeot. la mauvaise qui gagne, ouais, c'est ça. mais, Bah oui. mais non, mais c'est vrai, c'est ça quand même. Parce que là, on parle vraiment de storytelling, ça fait un lien avec ce qu'on se disait avant. Si tout le monde avait la même voiture et la même chose, le storytelling d'une marque, il est compliqué. C'est pareil aussi au niveau des pilotes. Si tu as un pilote français et que tu as un constructeur français, c'est quand même mieux. Et en l'occurrence, Toyota a toujours eu ce soin. Il y a une époque, c'était même pire. Il y avait un japonais par voiture. Il y avait même une voiture qui était full Jap. Exact. Moi, j'ai toujours aimé. Et je sais que Julien, avec qui on a fait l'épisode sur la McLaren, on a une passion pour ça tous les deux. Mais oui. Moi, nous, ce qu'on aime, c'est les caisses équipage full japonais et livré avec sponsor full japonais aussi. Où tu as des sponsors du coup que tu connais pas. Bah oui. Des trucs avec avec l'écriture. Enfin, Il n'y en a pas eu beaucoup des équipages 100% japonais. D'ailleurs, y a Toyota une a offert le meilleur résultat d'un équipage 100% japonais en 99 avec la deuxième place. Ouais, c'est ça. Il y a une GT1 en 99 et il doit y avoir quand même, non, il y a pas eu ça en 80. Oui, grâce à Toyota, c'est vrai, t'as raison. 14 ou non 94, ils ont pas fait ça, ou 93 peut-être. Il y a peut-être un équipage 100%. Je regarde en même temps mes notes. Non, mais on va regarder. Il y a 98 aussi, ouais, oui, avec la GT1. Il y avait évidemment 96, 95 quand Toyota a essayé de plutôt faire le projet GT, on va dire. Mais ça n'a jamais été les équipages les plus rapides. Oui, c'est ça, ouais, t'as raison, 96, il y en a un équipage 100% en Jap. Mais oui, mais parce que le problème, si tu veux, c'est que c'est pas qu'ils sont pas rapides les Japonais, c'est que quand tu arrives en Europe, faut quand même s'adapter. Et donc, si tu es 100% japonais, je pense que il va manquer une petite part d'expérience. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Toyota l'avait bien compris dans les années fin 80, début 90, où tu avais toujours deux Japonais et un pilote d'expérience. Il y a même des Français qui ont accompagné des Japonais, Didier Hertzey, notamment en 89, qui a fait une très très belle performance en Formule 3000 et qui malheureusement n'a jamais atteint la Formule 1. Geoff Lees, qui lui est un des pilotes de référence pour Toyota et qui a accompagné aussi des pilotes japonais. Mais c'est vrai que dans l'histoire, en fait, c'est plutôt à la fin des années 90 qu'on a des équipages 100% japonais. Et peut-être au tout début, je suis en train de regarder, oui, voilà, 85 ouais, avec participation, ouais, Hoshino, Sekiya et Nakajima, père évidemment, Satoru Nakajima. Mais c'est vrai que sinon, il y a eu peu, finalement, voilà, il y a 85, 98 et 99 si on parle des protos. Mais tu citais Geoff Lees. Pour moi, Geoff Lees, c'est vraiment c'est le pilote en fait qui a le plus de participation chez Toyota sans victoire, puisque là on parle avant le début des 24 heures du Mans 2025, puisqu'on est comme tu l'as dit, c'est la semaine prochaine. Ouais. Donc là, si on arrête les datas aujourd'hui, le pilote qui a le plus participé avec Toyota, c'est Sébastien Buemi. Il a fait 13 départs
chez Toyota. Donc clairement pilote marqué Toyota. J'en avais même 14 moi des départs, je me suis trompé. C'est vrai. Ah bah écoute, peut-être. De 2012 à 2024. Ouais, ça doit faire... Je sais pas, 13 ou 14, ouais, mais enfin en tout cas c'est lui qui est le... Ouais, il a 4 victoires en tout cas, ça on est d'accord là-dessus. Ouais, 13 participations, c'est peut-être sa 14e cette année, t'as raison. Ouais, voilà. Après, t'as Nakajima qui en a fait 10 et qui a 3 victoires. Ouais. Et ensuite, t'as Geoff Lees avec 9 départs, mais 0 victoire, 0 podium. Lui, il est passé au travers du truc. Mais par contre, c'est sur une période de temps différente. Non, mais Geoff quelle Lees, longévité. c'est 85 et jusqu'à 98 parce qu'il a piloté sur la GT1, ouais. C'est clair. Il a connu finalement toutes les itérations de voitures. Ouais. Avant la nouvelle génération, évidemment. Exactement. Donc, tandis que Sébastien Buemi, lui, c'est beaucoup plus concentré. Les victoires sont sur TS050 et GR010. Ouais. Et surtout, lui, il a connu l'histoire moderne, celle qui est depuis 2012. C'est ça. Ah oui, puisqu'il est, c'est un des pilotes justement de référence pour Toyota. Ouais, depuis le début. Ouais. Bah oui, je crois que c'est le seul de toute façon qui était là au début et qui est resté là. Donc il a été pris très tôt en fait, Sébastien Buemi. Ouais, et alors ça, il y a un lien aussi à faire. C'est un peu décousu, mais je pense vous remettrez les éléments dans l'ordre. 2012, il y a aussi un élément qui est hallucinant, c'est que Toyota, quand il débute, déjà le programme est un peu pressé parce que Peugeot claque la porte début de saison, ils roulent pas en fait, ils sont à Sebring et ils annoncent qu'ils participeront pas au WEC et que le programme de 108 est mis en arrêt total, mort clinique. Donc Toyota est quand même un peu pressé de commencer à s'engager en WEC. Les débuts sont faits à Spa-Francorchamps, je crois, ou alors à début au Mans, je sais plus. Mais en tout cas, il y a des photos de la caisse avec une livrée rouge, après elle passe en bleu. Bref, on sent qu'il y a un peu de précipitation. Et surtout, ce qui, moi, m'avait choqué à l'époque, c'est que aujourd'hui, tu vois, par exemple, on sait déjà que chez Genesis, il y aura André Lauterer, il y aura, je sais pas qui, Pipo Derani. On sait que les constructeurs communiquent assez souvent longtemps à l'avance les pilotes qui seront chez eux. Chez Toyota, ils ont clairement profité du fait que Peugeot s'en aille. Ils ont récupéré notamment Stéphane Sarrazin, ils ont récupéré Anthony Davidson, qui sont devenus des hommes clés du programme Toyota dès le départ, alors qu'ils étaient engagés chez Peugeot en janvier, quoi. Ça me paraît fou. C'est vrai. En fait, la confirmation des pilotes, elle a été très tardive. Enfin, des équipages complets, j'entends. Elle a été assez tardive. Et moi, ça m'avait vraiment beaucoup surpris, quoi. Donc, ils ont commencé très tôt, ouais. C'est assez incroyable quand même de se dire ça, que voilà, ils ont quand même été la raison pour laquelle le championnat du monde d'endurance aussi, je crois à 2 reprises, a pu, je vais pas dire survivre, mais en tout cas a été quand même sauvé. Toyota a une grande part dans l'histoire, j'allais dire, des 24 heures du Mans, mais dans l'histoire globale de l'endurance aussi, faut pas l'oublier quand même. Ah, dans l'histoire, clairement, dans l'histoire du WEC, on leur doit beaucoup. Sur les débuts du WEC, parce que sinon ça aurait pas pu être c'est vrai, acté comme ça, et sur le maintien du WEC à partir de 2018, puisqu'en fait Audi s'en va, puisque le Dieselgate, tout ça, les tricheries, Porsche, par effet domino, pareil, et du coup chez Toyota, franchement, ils doivent, c'est pas qu'ils doivent rien à la CO, mais ils ont aussi leurs enjeux, leur vie, quoi, à gérer, et ils sont restés, et franchement, heureusement. Les éditions des 24 heures du Mans auraient été très différentes si on n'avait pas eu Toyota. Franchement, ça aurait été compliqué, je pense. À expliquer à nos enfants le palmarès des 24 heures du Mans de 2018 à 2022. Ouais. Ah bah il y aurait eu des victoires à l'MP2, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ou Rébellion. Rébellion serait peut-être resté... Enfin, ils étaient toujours d'ailleurs... Rébellion en compte 13-5 aujourd'hui. Ouais, c'est peut-être eux qui seraient les plus victorieux. D'ailleurs, Rébellion, tu vois, si tu me fais une transition, même si c'est décousu et que on était plutôt parti pour faire chronologique, mais au final, c'est bien aussi qu'on puisse piocher des petits éléments. Rébellion a quand même compté sur Toyota pour animer leur Lola. D'ailleurs, on se souvient jusqu'en 2013. Donc c'était aussi une manière, tu vois, tu as évoqué Genesis tout à l'heure, une manière aussi de mettre un pied dans l'endurance moderne en 2011, 2012 pour se chauffer finalement pour Toyota. Ouais, parce que c'est ça, parce qu'en fait Toyota, donc il y a une parenthèse énorme qui est de 2000 à 2010 inclus, on va dire. Oui. Où Toyota est en Formule 1. Donc après la GT1, en gros, Toyota mise tout sur la F1 et arrête l'endurance. Ouais. Et même en GT, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de voiture dédiée aux 24 heures du Mans. Ouais, ils sont en F1 et en Super GT japonais, quoi. Voilà, exactement. Et quand ils décident de revenir, mais ça, le Super GT, c'est dans les veines, ça sera tout le temps. Oui. Et quand ils décident de revenir aux 24 heures du Mans, ils font la même stratégie que BMW a fait notamment avec McLaren, c'est-à-dire en s'appuyant sur McLaren, ou que là,
Genesis est en train de faire avec l'équipe d'Export, c'est-à-dire et puis même que Penske a fait d'ailleurs en engageant les MP2 aux 24 heures du Mans. En gros, ils se disent, mais là ça va quand même plus loin, c'est pas juste pour entraîner les mécaniciens, ils se disent, on va motoriser une équipe en LMP1, on va envoyer des ingénieurs sur place, comme ça on va récupérer de la data, voir si ce moteur est fiable en conditions, etc., etc. Et donc ils ont choisi Rebellion. Je sais pas comment ça s'est fait le deal, mais je pense que c'était vachement bon pour Rebellion Racing, l'équipe d'Alexandre Pesky à l'époque, parce que eux, ils devaient avoir un moteur, si ce n'est gratuit, en tout cas à moindre frais, des ingénieurs Toyota qui se baladent dans le box et qui du coup, voilà, tu as quand même un step, je pense, en termes de préparation. Rebellion, ça a toujours été une équipe vraiment très bien structurée, organisée, quand ça s'appelait avant Seba, etc. Enfin bref, toujours bien structurée. Mais là, je pense que tu as du personnel Toyota, c'est quand même pas mal aussi. Et le deal, c'était qu'ils avaient aussi accès à la soufflerie de Toyota pour améliorer leur voiture. Donc, il y avait quand même un partenariat qui était très très fort, 2011, et ça continue 12 et 13. Ouais, c'est vrai, et d'ailleurs on se souvient, enfin moi ça m'a marqué parce que 2013 évidemment c'est ma première sur place en tant que pit reporter, et c'est vrai qu'il y avait ce numéro 13 justement sur l'une des Lola Rebellion avec un des pilotes que j'ai beaucoup apprécié aussi, Nick Heidfeld, donc voilà, c'est vrai qu'ils mettaient les petits plats dans les grands. Ouais, carrément, franchement ils avaient fait ça bien, et donc année de retour en tant que motoriste, et ensuite ils reviennent en tant que constructeur, enfin voilà, la complète comme on a dit à partir de 2012. En et fait, là on enchaîne. Ils n'ont pas raté beaucoup d'épreuves des 24 heures du Mans, j'allais dire, si évidemment pendant leur période Formule 1, mais sinon entre 85, j'allais dire, et globalement 99, ils ont toujours été là. Il y a quoi? Il y a deux éditions qui manquent. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. 91, quand Mazda gagne, il n'y a pas Toyota. Mais ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, ils se concentrent sur la TS010. En gros, avant, ils étaient vraiment sur... Au début, ça commence avec Dom. Ouais. Ensuite, c'est le département SARD, enfin le département compétition. Toms, même. Toms, ouais, SARD, machin. Enfin, c'est un peu mélangé. Et comme à l'époque, ça se faisait, et bah, t'as la 85C qui devient l'année d'après la 86C, 87, 88, 89. Bon, à un moment... et puis, t'as ce fameux règlement qui arrive des 24 heures du Mans, où de toute façon, les voitures groupe C vont être bannies, et donc il faudra une 3,5 litres. Et en fait, en 91, ils préfèrent faire l'impasse pour développer la TS010, qui est l'équivalent de la 905, mais japonaise. Et donc, plutôt que de les traîner ou de venir avec une voiture pas finie, une 90 CV ou je sais pas quoi en 91, ils se disent non, on fait l'impasse. Mais c'est dommage. Ils auraient pu l'engager même à titre privé, tu vois, c'est quand même bizarre. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, celle-ci, limite, ils auraient presque pu l'avoir aussi. Hein. Bah oui. En vrai, elle est... Mais bref, ils font l'impasse, et quand ils reviennent, 92-93, ça, franchement, ça passe pas loin, quoi. Ah bah 92, là, normalement, long duel avec la Peugeot victorieuse. C'est qu'il y a, tiens, on en a parlé dans l'épisode Le Mans 95, Akesson et Pierre-Henri Raffanel signent donc le premier podium de Toyota. Ça me fait penser que les Français aussi ont été importants dans l'histoire, j'allais dire, de Toyota, parce que on se souvient de Nicolas Lapierre, on se souvient de Stéphane Sarrazin, mais il y a eu Pierre-Henri Raffanel, donc, Emmanuel Collard et Eric Hellary, oui, qui ont roulé également sur la GT1. Ça, c'est peut-être l'apport de André de Cortens, hein, je ne sais pas. Et puis Alain Ferté a aussi roulé, mais lui c'était en GT. Et Didier Hartzet, donc on l'a dit, qui lui était plutôt pilote monoplace. Mais c'est vrai que les Français chez Toyota, c'est une longue histoire aussi. Il y a eu les Britanniques bien sûr, et puis les Japonais, quoi. En fait, pour les nationalités souvent représentées. Il y a un Belge sympa aussi quand même, Thierry Boutsen, qui a roulé aussi. Voilà, d'ailleurs, il m'a raconté dans un épisode de Trajectoire, il m'a raconté sa participation avec Toyota et surtout son plus gros crash et son plus grand regret en fait, parce que 98, c'est pour ça tout à l'heure que j'en parlais, la voiture elle était mais au-dessus du lot quoi. Ils étaient mais largement en tête et puis dans la nuit, un contact avec un concurrent, je crois que c'est Michel Maisonneuve. 99 je crois ça, c'est 99. Ah, c'est pas 98 ? Ah ok. Non, c'est 99. Bon, enfin en tout cas, la voiture était largement au-dessus du lot et Thierry se retrouve... oui, c'est vrai, t'as raison, parce que c'est ça qui lui fait arrêter sa carrière. Donc c'était la deuxième participation. Et cette GT1, elle aurait dû gagner mais 20 fois. Quoi. La GT1, c'est vraiment la caisse... Mais tu vois, d'ailleurs, là, pour refaire un pont avec le moderne, donc là, dans quelques jours, ce sont les 24 heures du Mans. En fait, j'ai du mal à me le dire, mais dimanche, c'est les essais préliminaires. Donc, c'est vrai. J'ai le sourire direct parce que j'ai hâte d'y être. Et puis en plus, mon petit fond d'écran que j'ai devant moi, c'est la GR010 en déco Toyota GT1 98. En fait, oui. Ils célèbrent leurs 40 ans, parce qu'on fait pas ça par hasard non plus cet épisode, c'est parce que
Toyota célèbre les 40 ans de leur présence aux 24 heures du Mans. Ouais. Et donc, sur une des deux voitures, il y a une décoration spéciale et ils ont choisi la GT1 de 98. Ils n'ont pas choisi une déco d'une des victoires 2018, 19, 20, 21. Bon, en même temps, bon, c'est comme ça qu'on avait l'habitude de les voir récemment. Ce que j'allais dire, ouais, c'est quasiment la même. Ils n'ont pas choisi une déco. Enfin, de toute façon, ils n'ont pas d'autres décos qui ont gagné. Alors déjà ça, non mais de toute façon la 98 elle a pas gagné non plus, mais Non, voilà. ils auraient pas vraiment pu parce que c'est vrai que généralement leur effort c'était avec des sponsors Voilà, c'est ce que privés j'allais dire. J'allais ouais. t'emmener là-dessus. Sur des marques d'appareils photo, des trucs d'électronique. Donc je pense qu'il faut réactiver le deal avec... Honnêtement, il y avait possibilité de faire la livrée 93 ou 94, hein, je pense. Ah ouais, j'aurais adoré. Ah j'aurais ouais. adoré aussi. Moi j'aurais fait les deux avec une... Non, Mais j'aurais oui, fait une bleue. si je suis quand même. d'accord. Une bleue J'aurais fait une bleue. Oh bah non. oui, une blanche et bleue. Bah pourquoi? Ah ouais, pour 2012 le retour, ouais, t'as raison. Ah, je les trouvais pas les plus belles moi. Ah non, moi je vais chercher plus loin, je vais te chercher une... Ah une oui 90, une 90 CV ou un truc comme ça. Là, Ah tu sais, bien. Non mais ou la TS010 pourquoi pas. C'est vrai que celle avec Casio, mais le problème c'est que... Ah la Casio, ouais. Ah bah j'aimais beaucoup celle-là. Mais le problème... Ah ou la Minolta, c'est vrai, t'as raison, elle est mythique elle aussi. La 85C aussi. La 85C, la première, elle est blanche avec un bleu assez clair. Ça c'est pas mal. Ça ouais c'est vrai, c'est vrai. Trop tard mais... Mais il y avait la problématique des sponsors comme tu dis. C'est vrai que la Toyota Minolta, t'as raison, elle est dans Gran Turismo elle aussi. Elle est quand même mythique. De toute façon, elles y sont toutes, mais et la livrée de 99, difficile à reproduire aujourd'hui aussi. Bah oui, parce que voilà, en termes de sponsoring, c'est vrai qu'on reconnaît quand même vraiment bien Marlboro et ce serait compliqué. Bon, même si cela dit, elle a jamais roulé au Mans avec Marlboro, puisqu'on n'a pas le droit avec la loi E20 depuis 92, donc ça aurait pu. Ça faisait partie des trucs. Donc ça fait un petit lien si vous avez écouté l'épisode avec McLaren où on a expliqué qu'il y avait une McLaren qui était sponsorisée par West FM. Ouais, très bonne station de radio d'ailleurs. Ouais, alors que c'était en fait la marque de cigarettes West qui donnait de l'argent plutôt. Et là, 99, ça a toujours été une légende. Je crois qu'ils ont jamais reconnu que c'était Marlboro, mais bon. Mais non. C'était, bah si, ça a jamais été communiqué officiellement, je pense. Ah, c'est énorme. Mais bon, c'était une évidence. En plus, on était au point haut, je pense, de la présence de Marlboro en compétition, chez Ferrari en F1. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de présence de cette marque-là en sport auto. Ouais, c'est vrai. Et cette voiture-là, c'était un peu... Moi, j'en ai un souvenir en jeu vidéo, où en fait, dans Gran Turismo, ou dans Forza, ou ce que tu veux, un des premiers trucs que tu marquais Marlboro dessus, ou sur la 905, ils n'avaient pas le droit de mettre ESSO, donc tu sais, elle était en Exxon dans Gran Turismo. La première livrée que tu pouvais acheter, tu l'avais avec ESSO marqué dessus. Mais ouais, la GT1, je voyais beaucoup de gens, quand je jouais en ligne, je voyais beaucoup de gens qui avaient la GT1 avec marqué Marlboro, genre, tu sais, comme s'il fallait combler ce truc, quoi. Il fallait combler le vide, en fait. Je pense que je l'ai dessiné à l'époque, j'étais ado, hein. Je pense que je l'ai dessiné en écrivant Marlboro dessus, quoi. J'ai jamais fumé de ma vie, tu vois. Comme quoi, le sponsoring peut ne pas avoir un effet... C'est pas parce que tu vois une marque de club que tu vas l'acheter. Hein. Bah, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai que je connais toutes les livrées, toutes les marques de clopes, etc. Je n'ai jamais fumé une seule fois. D'ailleurs, fumer tue, hein, on le sait. Et donc, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Si vous fumez, voilà, on vous encourage à essayer de peut-être se mettre à la vapoteuse à la limite. Et puis après, faudrait qu'on fasse des stickers, ça, fumer tu, ça marcherait bien aussi. Ma Toyota est fantastique et fumer tu. Ah, on est bien, là dans cet épisode on est pas mal au niveau des stickers. Donc oui, finalement, c'est vrai que les livrées spéciales, mais il n'y avait pas trop le choix en fait, en 2025. Là on a pris 98. Je suis un peu déçu que les deux n'aient pas effectivement des livrées spéciales. Oui, bon, ça c'est... Mais bon, voilà. Ils aiment bien, alors moi je la trouve vraiment horrible. La livrée noire, ils aiment bien. Ouais, c'est vraiment Gazoo Racing, là pour le coup. T'as le détail, je te tends peut-être un piège, mais t'as le détail sur le côté des Toyota, il y a un truc, tu sais, en rapport avec les pilotes, là, comme une petite tête d'animal ou je sais pas quoi. Tu l'as ça ou pas? Ah, alors je vois effectivement ce dont tu veux parler, mais alors j'ai pas la raison. Putain, je l'avais moi. Ah ouais? Ouais. Bon, ça peut être le quiz. Si vous avez l'explication, non, je l'avais, je crois que c'est en lien avec la taille des pilotes. Parce que souvent, ils font un équipage avec les plus petits et l'autre les plus grands. Ah, ça, c'est vrai. Par contre, ça, il y avait un grand problème quand Alex Wurz était dans l'auto. Alors, ils font un équipage, oui et non. Alors, pourtant, tu vois, ils ont associé Alex Wurz à l'époque avec un petit pilote, quand même. Mike Conway, c'est pas le plus grand. Nicolas Lapierre, je pense pas qu'il soit parmi les plus grands non plus. Après, Wurz, c'est toujours très grand, quoi. C'est ça le problème. Oui, c'est vrai. Mais ça fait partie aussi, de
des manières de gérer les équipages. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a bougé, parce que c'est vrai qu'Alex Wurz, il n'a pas toujours été avec les mêmes équipiers. Non. Il est passé une fois avec Sarrazin, une fois avec Lapierre. Ensuite, il a souvent été avec Nakajima. Enfin, souvent. Ouais. Il a pas non plus fait beaucoup de participation avec Toyota, Alex Wurz. Il a fait 12, 13, 14, 15. Ouais, bon, ça va. Ouais, c'est vrai. Ça fait partie des plus assidus, mais c'est pas non plus énorme, quoi. Ça aurait été un hold-up qui gagne avec Toyota, lui. Ça aurait été ouf, quoi. Ah, ça aurait été beau, parce Ouais. qu'il a quand même gagné en Avec 96 Peugeot. pour sa première participation, et puis Ouais. il a gagné avec Peugeot. Ouais, c'est ça. Ça aurait fait trois constructeurs différents. Enfin, ça aurait Oui, été mais dingue. on reste avec Yannick Dalmas qui fait avec 4. C'est mieux. Ah, mais bien sûr, non, mais on préfère Yannick, mais bon. Qui n'a pas roulé avec Toyota, tiens d'ailleurs. Bon, alors, du coup, je me suis. Bon, je pensais que tu avais ce truc de petit animal. J'irai creuser ça. Bah non. Mais je connais quelqu'un qui l'a, là. Donc, Bon, d'accord. j'irai Mais trouver si ça vous l'avez, ouais, si vous l'avez, en on veut bien le commentaire. Par contre, Voilà. j'ai un autre petit trivia, un Ouais. autre petit quiz. Et là, par contre, j'ai la réponse, donc voilà. D'accord. Est-ce que tu connais la particularité de l'édition 2011 en rapport avec Toyota? Enfin, est-ce que tu as un truc en lien avec Toyota sur l'année 2011 précisément? Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a pas Toyota qui est présent officiellement, Ouais. mais Ouais. il y a les rébellions qui sont donc motorisées par Toyota. Mais il n'y a pas que Ouais. ça. Est-ce que tu as l'autre truc? Ah, alors attends. Je crois que j'avais pas fait attention. Il y a les rébellions qui sont Toyota. Oui, Et je crois qu'il y a une Lotus, c'est pas ça? exactement. En fait, les Lotus, elles ont un bloc Cosworth Toyota. Mais bon, Ça, c'est quand même budget magnifique. Toyota quand même, quoi. Non, mais j'ai jamais vu ça. Un Cosworth Toyota, normalement c'est Ford Cosworth. Mais comment cet équipage a pu avoir un bloc Toyota? Comment ça s'est fait? T'as l'explication? Non, je sais que ça pétait comme du verre par contre, parce que j'ai une belle image d'une des deux qui fait le moteur dans la pit lane. J'y étais, elle passe devant moi, elle est en train de bah, ça pète quoi, c'est superbe. Mais non, c'était pas très fiable, je crois, de mémoire. Ouais, alors il y en a une qui qui fait 22. abandonne. Ouais, il y en a une qui fait 22. Et l'autre qui est sur en catégorie LM GTE Pro. Non, ils sont loin. Ouais, c'est vrai que cette Lotus Jet Alliance Ouais. à l'époque. Oh ouais, Jet Alliance. Ça fait partie des équipes, enfin pas les équipes, ça fait partie des voitures, surtout la Lotus GTE. C'était quoi? C'était une Elise, non? Une Evora. Tu vois, je la connais tellement mal. Ça fait partie des voitures, quand tu évoques le GTE Pro, celle-ci, tu l'oublies total, quoi. Ah bah complet. Ah bah moi c'est parce que tu m'as redemandé, parce que sinon je t'avoue que j'avais oublié. Mais c'est vrai que Lotus Toyota, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais. Faut se mouiller la nuque. Ah oui, il faut se mouiller la nuque. D'ailleurs, sur les évolutions historiques et technologiques des autos, on était à la TS010, donc qui arrive dans cette époque groupe C, mais fin de groupe C. 3 litres 5. Et ensuite, on revient sur la numérotation 92, 93, 94. J'avoue que j'ai pas bien saisi ça. Et il n'y a pas non plus de TS020. Ou à moins que je me trompe. Si, la TS020, c'est la GT1. Ah bah oui, mais on l'a jamais appelé TS020. Ah, bah c'est son nom de code. Si, c'est son nom de code officiel. Ah ok. Ah bah tu vois, moi je l'avais. En fait, ils ont fait ça. En Toyota GT1. Non, ils ont fait la TS010, donc c'est Le Mans 92-13. Et la 020, c'est la GT1 90-99. Et après, à partir de 2012, quand ils reviennent, ils reprennent ce nommage avec la 030, avec 040, 050. Ouais. Si, la 020 existe, la GT1. D'accord, ok. Ah oui, bah pardon. J'avais en tête que GT1. Moi, c'est le nom le plus répandu, évidemment. Et c'est vrai que cette GT1, elle a été fantastique. Alors, on fera un épisode. Bah oui, ah bah non, mais là, et puis je fais pas exprès de le dire, mais c'est vrai. Elle a marqué en fait une génération. C'est vrai que on fera un épisode, hein, évidemment, mais génération aérodynamique déjà qui a été au-dessus du lot. Une conception de l'endurance avec des voitures fermées, mais vraiment plus agressive, je trouvais. Ouais. Et mais malheureusement, elle n'a jamais gagné, quoi. Non, ça n'a jamais gagné et ça a même très peu roulé, puisqu'elle a roulé 2 fois au Mans en 90-99. Ouais. Ça a fait les 1000 km de Fuji fin saison 99. Elle perd face à une Nissan. Et ça a roulé en essai. Alors, ça a dû rouler sur pas mal de pistes au Japon. Hein. Oui, bien sûr. Il y a des images d'une GT1 à Spa-Francorchamps en essai. Comme quoi, Spa est vraiment le toboggan des Ardennes. Permet une répétition avant le Mans, parce que tu retrouves beaucoup de conditions que tu retrouves en Sarthe. Pas la pluie, hein, mais plutôt les secteurs rapides. Et donc, je sais de quoi je parle. Mais en tout cas, ouais, voilà, ils ont roulé. Il y a des photos d'une GT1 à la source, ce qui me paraît, c'est juste fou, quoi.
Enfin, moi, j'adore, je trouve ça trop beau. Bah c'est vrai que c'est génial. Et alors on le répétera à nouveau, mais bon, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas le savoir avant l'épisode spécial sur la GT1. Mais cette voiture avec Martin Brundle a gardé le record du Tour jusqu'en 2006. Tu te rends compte? De Ah non? 99 Ah à ouais? Ah, 2006. je l'avais pas, ça. Ok. Ah bah voilà. Ah bah tu vois, Bah quoi, je te fais plaisir. ils le perdent parce que le circuit change. Eh ben oui, j'ai l'impression. Ou alors que les autos sont de plus en plus Non. rapides après avec l'arrivée du diesel. Non, c'est parce que c'est à partir de. C'est quand les. Oh, putain, là, on se tend des pièges. C'est en fait. Mutuellement. Ouais, ça s'appelle On- les contre son camp. Non, mais parce que tu sais, le circuit change C'est vrai. avec la portion Ah, je après crois. le Dunlop, donc. Ouais, peut-être que c'est ça. Mais enfin, en tout cas, ils ont gardé le tour, record du tour, donc à Martin Brundle, qui avait signé la pole position. D'ailleurs, 99, c'est la toute première pole position de Toyota seulement. Mm. Je sais que c'est pas l'objectif, a priori, aux 24 heures du Mans, d'être en pole. Mais enfin, après, il y en a eu plusieurs. Hein. C'était pas la seule, notamment avec Stéphane Sarrazin. Hein. Ah, bah, clairement, non, mais oui, c'est vrai que j'avais oublié ça. Sarrazin, il a fait des pôles avec Toyota? Je crois qu'il en a fait une, non? C'est vrai que je le vois tellement dans une Peugeot 908, lui. Oui, c'est vrai. Bah, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été trop le leitmotiv de Toyota. Bon, on se souvient ainsi quand même du record absolu qui, là, pour le coup, tient toujours, de Kamui Kobayashi. Ouais, ça, bien sûr. Ça, Un 3-14. le tour Oh de là là. 2014, c'est vrai qu'il est fou, celui-là. Celui-là, je me souviens. Ah, tu vois, il y a des trucs. Tu disais tout à l'heure que tu te souvenais quand Bruno avait pris la parole Oui. avec Nakajima qui a arrêté en piste. Moi, je me souviens du tour de Kobayashi où vraiment. Bah, tu vois le truc. Je sais pas comment le dire, mais on a senti quand ça se mettait en place. C'est-à-dire que. Mais oui. Et même. Bah, il y a le d'ailleurs, drapeau rouge avant. il y a la version Donc, il y a anglaise. interruption. Ouais, il y a la version anglaise que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ça doit être sur Eurosport. Je sais plus qui commente, mais en gros, tu sens que ils sentent que c'est là, que ça va se passer là. Et vraiment, il y a toutes les conditions qui sont réunies. Il y a un beau soleil, il fait beau, piste claire, on l'a dit. Et puis lui, enfin, vraiment, ce tour, il est dingue. Je me souviens très très bien être devant les écrans et ouais, scotché quoi, en me disant mais il va peut-être la mettre dans le mur quoi. Et alors, ça, c'était possible aussi. Mais surtout, ce qui est Ça reste incroyable, mais c'est ça que du reste quand même coup, Kobayashi, hein, quoi. on est. Oui, alors après, il a pas fait trop d'erreurs. Ah, Bon, moins que disons José Maria Lopez. Ah oui, ça, c'est sûr. Euh, Non, mais par contre, ce qui est fou, c'est qu'on a fait quasiment tout le tour en caméra embarquée. Chose qui arrive Ouais, quasiment jamais, c'est vrai, finalement. c'est vrai. Ouais, c'est Et vrai ça, que c'est. maintenant on a ce côté quand il y a une performance, quand il dérush, tu vois, le tour de Kevin Estre par exemple de la pole, je me Oui, souviens, bah ça on le voit après effectivement et on a accès sur les réseaux au tour en intégralité et même pendant la course. Hein. Là, si vous écoutez cet épisode et que les 24 heures du Mans sont bientôt là, si vous êtes à quelques jours, quelques heures des 24 heures du Mans là, franchement, allez sur YouTube, prenez un quart d'heure, 20 minutes et allez checker. Quasiment tous les constructeurs proposent en live des caméras dans leur voiture. Chaque c'est vrai. Peugeot le fait, Ferrari le fait, Cadillac, ça c'est génial. Si vous êtes fan d'un constructeur ou même, allez, vous êtes devant l'application du WEC ou devant l'équipe ou Oui, bah devant j'espère. Eurosport, je sais pas. Ouais, bah, non, mais... Non, devant l'application Ouais, du ouais. WEC, je serai aux commentaires Non, mais- avec Jacques Lenis et avec Olivier Jacquemin et Tristan Gomandi. Donc oui, venez sur l'application. Si vous êtes devant ça et que vous voyez une bataille intense, petite tablette ou smartphone, vous allez sur YouTube et vous tapez le numéro de la voiture et vous pouvez être à l'intérieur. Aujourd'hui, je trouve ça génial. C'était Ouais, c'est très vrai. très rare à l'époque. Je crois que Cadillac était parmi les premiers à faire ça, où t'avais fallait avoir un real player avec un peu de débit en 2000 pour suivre une Cadillac avec une caméra embarquée. C'était une prouesse, tu vois, de radio télédiffusée, ça. C'est vrai. Aujourd'hui, toutes les équipes de pointe, en tout cas, le font sur YouTube. C'est top. C'est vrai que ça manque, tu vois, dans l'histoire, j'ai souvenir d'un tour embarqué avec Nissan en 90, là, avec Blundell. Il y a le Tour de Mais, Dalmas en 95 aussi, le premier tour. Ah oui, c'est vrai. Avec de la Parce que j'ai pas musique souvenir rock. de Toyota en 90, 11, 12, 13, 14. Enfin, 91, ça va être dur, ils étaient pas là, mais tu vois, j'ai pas souvenir. Peut-être que je me trompe, mais Ouais, c'est vrai. quand notamment ça passe près. Tu vois, on va reparler peut-être de 94 avec une édition où finalement il y a un pilote qu'on connaît bien, Eddie Irvine, qui était à la lutte donc pour la victoire et cette voiture en 94, c'est quand même dingue. Cette 94 CV donc termine deuxième en ayant mené 20 heures durant, et Eddie Irvine avec Jeff Krosnoff, regretté Jeff Krosnoff, et Mauro Martini était leader donc avant de connaître un problème de boîte de vitesse à moins de 3 heures de l'arrivée. Et c'est Eddie Irvine, je crois, ou Jeff Krosnoff, je me souviens plus. C'est Irvine, qui, je crois, c'est Irvine.
qui se met voilà, derrière l'auto et qui regarde un peu ce qui est possible de faire. Alors je crois que la voiture repart, mais un peu au ralenti. Je crois qu'il remet une vitesse. Je sais pas comment ça se fait, mais je pense me souvenir, parce que comme j'ai commenté l'histoire des 24 heures pour Motorsport TV à l'époque, je crois me souvenir qu'il essaye de remettre une vitesse et il repart à faible allure pour rejoindre les stands, mais ils perdent trop de temps. Et donc, bien, la victoire leur échappe. Et on se souvient qu'il y avait 4 noms de marqués sur cette auto. Et parce que en 94, malheureusement, à Imola, on sait tous que il n'y a pas eu que Non. Ayrton Senna qui a perdu la vie, mais Roland Ratzenberger aussi. Et ils devaient disputer les 24 heures du Mans sur cette Toyota, donc en fait ils ont tout simplement conservé son nom sur la voiture, Oui. donc effectivement, et cette voiture, je crois qu'elle est au musée. Ou en tout cas, je Ah, l'ai déjà vue, cette voiture, avec les 4 noms dessus. Ouais. Ah, mais il faut que j'aille voir. Je suis pas allé souvent au musée, enfin aussi souvent que j'aurais voulu. Ratzenberger, en fait, faut quand même se souvenir parce que personne ne le connaissait vraiment. Il arrive en Formule 1, il était chez Simtech. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pilote? Hop, et il sort de la piste. Mais c'était un excellent pilote, Roland Ratzenberger. Enfin, vraiment, moi, je tiens à chaque fois à lui rendre hommage la veille du 1er mai, voilà, quand on fait les célébrations de ce triste week-end d'Imola. Parce qu'en fait, il a roulé au Japon et il était très connu justement là-bas. Et avec Toyota, il a quand même roulé à 3 participations au Mans, hein, 90, 12 et 13, et ça aurait été évidemment la suite 94. Donc c'est un vrai pilote, j'allais dire d'endurance, un Ratzenberger, pas que de Bien sûr. monoplace. Alors, autres pilotes qui ont roulé pour Toyota, pas au Mans, enfin, Eddie Irvine, si, en l'occurrence. Mais Oui, autres pilotes qui ont roulé pour Toyota, mais pas aux 24 heures du Mans. Alors, je sais plus où ils ont roulé, mais euh, au Japon, je crois. ouais, ça a dû rouler à Sugo, des trucs un peu chelous. Mais il y a quand même Tom Christensen, Mais oui, enfin, Monsieur Le Mans, Monsieur Audi, il a roulé quand même chez Toyota à l'époque. Là, on est vraiment dans cette époque 3,5 litres, fin de groupe C. Et un de tes collègues aux commentaires, on peut le dire comme mais ça, oui, champion du monde de Formule 1 97, Jacques Villeneuve aussi. c'est Incroyable. vrai que c'est dingue. Incroyable. C'était en 92. Ouais. Alors je sais plus sur quelle piste J'ai des photos ils ont de ça. roulé. J'ai des photos, j'ai tous les angles, j'ai tout. Ah, mais c'est génial. Attends, et je crois que c'était Autopolis, mais je suis pas Ouais, sûr. c'est ça, c'est Autopolis. J'ai en fait, comment, c'est Dom, et puis, non, c'est Toms surtout, Toms, oui, qui oui. à une Ah bah oui, époque parce que avait tout du mis en coup, ligne. en Ouais. préparant cet épisode, et là je suis content, j'ai enfin su la dénomination de Toms. Avec, C'est Taishi Oiwa Motorsport, c'est une équipe privée, et enfin c'est une équipe privée, c'est un préparateur, j'allais dire. Et en fait, Toms était assez impliqué. Et d'ailleurs en 80, ça a été la première apparition officielle d'une Toyota au Mans. Malheureusement, cette Celica LB Turbo ne s'est pas qualifiée. Mais Toms était en coordination avec Dom à l'époque, Mhm. alors qu'on sait que Dom est plutôt associé maintenant avec Honda, hein, globalement. Et en fait, ils ont développé une auto qui était au règlement IMSA pour essayer de faire progresser cette Celica. Donc voilà, Toms, Taishi Oiwa Motorsport. Voilà, c'était le petit nom, justement, avec Nobuhide Taishi et Fumiyasu Sato qui étaient au volant de cette auto. Ça a toujours été compliqué chez Toyota, parce que tu as aussi Sigma, qui ensuite, donc on en a parlé, c'est 75, le Tout à constructeur, fait. enfin le châssis Sigma, avec moteur Toyota, qui ensuite a évolué en SARD, Ah oui, département compétition, et même dans l'histoire récente, ils ont aussi changé. Maintenant, ça s'appelle Toyota Gazoo Racing, tout à fait. mais D'où avant, le GR010. voilà, mais avant, c'était pas Toyota Gazoo Racing, c'était Toyota Motorsport, ou... Enfin, Oui, il y a eu plusieurs itérations, parce que c'est comme un peu à l'image de ce qui se passe parfois en Formule 1. Toyota a souvent eu en tout cas, non même toujours, hein, cette double, ce côté bicéphale, quoi, intérêt constructeur japonais, mais présence à Cologne, en Allemagne donc. Donc il y oui. a vraiment ce côté à deux pays, une gestion un peu complexe avec ça. Ça a parfois été pointé du doigt comme étant justement une des limites, contrairement par exemple à Ah, Peugeot qui à l'époque, bon, même s'ils n'ont pas gagné le Mans beaucoup de fois, mais internalisaient tout, quoi. c'est vrai. Là, ils internalisent, mais avec deux entités, c'est quand même complexe. Nissan aussi faisait D'ailleurs, ça, hein, Nissan avec les États-Unis et le Japon. ouais, c'est vrai. Non, et d'ailleurs, c'est clair que Toyota s'est installé en Allemagne assez tôt, finalement, pour l'effort en rallye aussi. Bien C'est sûr. vrai qu'ils ont gagné un peu partout, hein, quand même, Toyota. Il n'y avait que Le Mans qui leur résistait, alors que c'était le constructeur numéro 1 à l'époque, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est Ah, ça l'est peut-être toujours, d'ailleurs. Je sais pas, je dis une bêtise ou pas? Toyota, est-ce que c'est toujours le constructeur, au premier constructeur au monde? Je sais plus. petite recherche Google pour aller vérifier cette info. Je pense qu'ils sont toujours en tête, mais je suis pas sûr. Bon, et alors si moi, en attendant que tu vérifies ça, quand même juste une petite stat qui montre l'évolution. Comme on le disait au tout début de l'épisode, la montée en puissance de Toyota
constater, pour pour la matérialiser, Oui. un chiffre, c'est le taux de voitures qui sont à l'arrivée, c'est-à-dire le pourcentage de voitures qui sont engagées Ah, et oui. qui passent la ligne d'arrivée. Ce taux de réussite, si tu vas dans les années 80, alors il y a eu moins de participation, il y a eu que 11 voitures engagées sur la période des années 80, mais il y en a eu que 36% qui ont vu l'arrivée. Si tu passes dans les années 90, donc là on est sur toutes les voitures qu'on a évoquées là, les 92, 13, 14 CV, les GT1, on a eu que 10 abandons pour 25 voitures au départ, donc ça fait un taux de réussite de 60%. Et encore, parmi ces abandons, c'est souvent des accidents. Hein. C'est vrai, ouais, c'est vrai, oui, exactement. Si on bascule dans les années 2010, donc là, dans mes stats, moi j'intègre les fameuses Lola Rebellion dont on a parlé tout à l'heure, mais D'accord. c'est pas un mauvais point, hein, parce que pour le coup, ça finissait souvent. On a 27 voitures qui étaient Toyota ou avec un moteur Toyota, et Oui. on a 70% de voitures à l'arrivée, donc on voit quand même l'évolution sur cette décennie 2010. C'est vrai. Et si on passe dans la décennie 2020, celle dans laquelle on est actuellement, on a eu 10 voitures au départ, 2 par an en gros, hein, et on a 90% d'arrivée. Donc voilà, on mesure quand même le chemin parcouru par Toyota qui au départ faisait... Il y a un tiers des voitures au départ qui voyaient l'arrivée, comme tu l'as dit, pour plein de raisons, casse-moteur, sortie de piste, etc. Aujourd'hui, franchement, voir une Toyota abandonnée sur casse-moteur, où ça reste un événement très rare, on n'a pas la même stat que Audi qui l'a jamais fait, mais franchement, ça reste rare. Après, par contre, il y a toujours les faits de course, et ça, Toyota, là-dessus, il nous bichonne, hein, entre la sortie... Enfin, moi, j'ai de très belles images de la troisième Toyota, la numéro 9, je crois que c'est 2017. Ah là là. Ouais. Ouais. Ça c'était beau. Avec, voilà, bref, un pneu qui est totalement déchiqueté à l'arrière, hein, c'est de très belles images. Évidemment, le truc aussi avec Kobayashi, qui a en tête ce fameux problème d'embrayage. Enfin, c'est quand même une image aussi assez dingue. Problème de fiabilité, là, pour le coup, mais voilà, on le sait. Attends, ça c'est l'année où justement il y a Vincent Capillaire qui fait un pouce. Ouais, Eh oui, mais alors là c'est fiabilité oui et non, parce que c'est quand même Kobayashi qui a pas respecté vraiment le... Parce que perturbé, hein, mais qui a pas respecté vraiment le process, quoi. Après, il y a eu aussi quand même toujours Kobayashi au Mans il n'y a pas si longtemps. L'accident, on a eu très peu d'images, on a mis du temps à comprendre ce qui s'était passé, tu sais, Ah bah oui, avant le terre avec la slow zone en 2023. Ça, c'était quand même quelque chose aussi. Enfin, il y a eu souvent de belles images d'événements, enfin, en fait, de faits de course. Ils sont pourvoyeurs de faits de course, quoi. Je crois que c'est le seul abandon récent, hein, d'ailleurs, ce crash de Kamui Kobayashi. Au 24 heures du Mans, tu veux dire? Bah, je pense, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le seul abandon, parce qu'après, sinon, dans les autres faits divers, j'allais dire, les faits de course, ils s'arrêtent au stand, ils perdent peut-être du temps, etc. Mais ça repart, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, dans l'histoire récente, de toute façon, et puis avant, il y a eu la période premier, deuxième. Sinon, ouais, pour trouver des traces d'abandon, il faut retourner à 2017, donc je l'ai évoqué à l'instant. 2016, c'est un abandon non classement, quoi. C'est pas vraiment un abandon, c'est plutôt un. Non, parce qu'ils ont terminé. Pour revenir à 2016, justement, là, c'est quand même la victoire. Ouais, vas-y. Non, mais ça, c'est quand même incroyable. Pas de mécanique, on sait même pas exactement quoi. No power. On se souvient de cette radio, mais à 4 minutes de l'arrivée, 4 minutes seulement, les 23h56 du Mans. D'ailleurs, depuis, il y a des réseaux sociaux qui se sont créés avec 23h56. Mais c'est vrai qu'à 4 minutes près, eh ben, en fait, ça n'a pas fonctionné et ça n'a pas pu être une victoire. Donc là, évidemment, immense déception. Faut quand même se dire que elle a terminé cette voiture, mais elle a terminé hors délai parce qu'elle a fait le dernier tour en 11 minutes 55 et selon la réglementation, il fallait le faire en 6 minutes. Mais ça, je pense que personne ne le savait. Enfin, moi, honnêtement, les règlements comme ça, je ne savais pas. Le dernier tour, c'est pour éviter, j'imagine, les dérives qu'on avait à l'époque, que les pilotes s'arrêtent en bord de piste et attendent patiemment que le leader les dépasse. Mais là, ce fait de course, il met hors classement cette voiture qui a quand même mené pendant de nombreuses heures, quoi. En fait, oui, cette règle, elle était, tu l'as très bien dit. Tu vois, Bruno Van de Stick, quand il voit la Toyota arrêter, tout de suite, il comprend qu'il y a un truc. Moi, sincèrement, au départ, je pense que il attend le chrono à quelques secondes près. Parce qu'il avait de l'avance sur la Porsche, je me suis dit, ça se trouve, il attend à quelques secondes près pour passer la ligne et pour pas faire une boucle supplémentaire. Et en fait, parce que ça se jouait. Combien d'avance il avait, tu vois, ça faudrait se replonger. Est-ce qu'il avait un tour d'avance ou pas? Je suis pas sûr. Non, il y avait peut-être une 30 ou un truc comme ça, je sais plus, je te dis ça peut-être. Mais par contre, effectivement, en 95 par exemple, puisqu'on en a parlé la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, la Honda NSX qui gagne, je crois qu'il est arrêté au niveau du raccordement dans le dernier tour, il attend que la McLaren passe, quoi. Et ça, c'est des situations où t'as plus trop envie de le vivre. Des voitures qui s'arrêtent juste avant la ligne, ou alors qui traînent de la patte
pour être sur la photo du vainqueur, tu vois, c'est le genre de truc que t'as pas envie de vivre. Petite anecdote, t'as plus maintenant. Petite anecdote perso, je sais pas si j'ai déjà raconté dans l'Endurance Club, mais bon, si vous on va voir. On a tellement de nouvelles personnes qui nous rejoignent, je vous l'offre, c'est cadeau. 2016, je bossais pour l'Automobile Club de l'Ouest et je m'occupais du dernier article du résumé de la course. C'est-à-dire l'article qui part à 16h02, quand la voiture franchit la ligne, en disant, voilà, Porsche a gagné les 24 heures du Mans. Ouais, sauf qu'à 4 minutes de la fin, c'était quand même Toyota qui gagnait le Mans. Donc, si tu veux, moi, c'est pas un article, alors c'est pas pour me vanter, mais c'est pas un article du genre juste Toyota gagne le Mans, et puis blabla, tu mets le nom des pilotes et fini. Non, cet article-là, il a une vocation un peu plus d'analyse, ce qui est compliqué à faire parce que la course vient de se terminer, mais déjà on essaye. Enfin, c'est une volonté de l'Automobile Club de l'Ouest. Hein. Moi, je suis un exécutant dans ça, mais j'ai contribué un petit peu à donner l'idée, mais c'est une volonté d'avoir tout de suite sur le site officiel un article complet qui revient sur la course. Et donc, évidemment, moi je l'ai fait avec plaisir, j'ai eu le temps de le faire pendant 24 heures, mais tu te doutes bien que mon analyse, elle est plus centrée autour de la perf de Toyota que de Porsche, quoi. Et donc, quand il se passe ça à 4 minutes avant l'arrivée, je me dis, là vraiment, je suis en train de fissurer, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et surtout, tout de suite dans ma tête, je me dis, ok, donc ça se termine dans 4 minutes, plus 1 ou 2 minutes, puisque le temps que la Porsche passe et arrive. Mais j'ai ces minutes pour tout changer, quoi. Enfin, il faut tout changer. L'image à la une, et puis même le récit, puisque il y a une espèce de construction qui amène à cette victoire. Et évidemment, en plus, là, il y avait tout. La première victoire Toyota, c'est historique, qui devient le second constructeur japonais à s'imposer au Mans. Enfin, j'avais tout tourné autour de ça. Bon, spoiler, je crois qu'il est pas sorti à 16h02, celui-là, tu vois, il a dû sortir un peu plus tard. Mais voilà, et pour tout... Il y a pas une anecdote, alors là je dis peut-être une bêtise, mais je crois que on a reçu un communiqué de presse en disant victoire de Toyota qui a ensuite été enlevé, évidemment, erratum, mais je crois qu'il y a... Je veux pas balancer, je dirais pas. Non, mais il y a eu des trucs, ouais. D'accord. Il y a eu des trucs. Mais en tout cas, moi, tu vois... Oui, parce que c'est des choses automatiques. Non, mais on le comprend. Je veux dire, parce que maintenant, c'est la course, si tu veux, aussi dans la presse et dans les médias, pour être le premier à sortir l'info pour que les gens cliquent, etc. Bien sûr. Donc, c'est le type de risque qui peut arriver, quoi. Mais c'était pas un baptême du feu, parce que je l'avais déjà fait l'année d'avant, mais en tout cas, ça a été je pense que c'était la pire édition, dans le sens où, il faut tout remodeler. Et voilà, enfin, je m'en souviens très très bien, tu vois, du coup... Donc maintenant tu fais 3 articles, non, c'est ça, tu fais Victor. Alors attends, je vais finir après, je vais clôturer là-dessus, mais par contre, non, le truc dont je me souviens vraiment, c'est que du coup tout le monde a les yeux rivés sur ça, puisque est-ce que la voiture va repartir? Elle repart, mais à la vitesse réduite, et du coup, est-ce qu'elle va être classée? Si tu veux, tout le monde était... il y avait beaucoup d'agitation. Et moi, je suis là au milieu de tout ça, et j'ai à peine le temps de regarder les écrans, et il faut que je change tout, parce que l'article, moi, il faut quand même qu'il parte, donc bref. Non, mais par contre, maintenant, ce que je fais, c'est que... Souvent vers 11h midi, le dimanche, je fais exprès de montrer aux autres avec qui je bosse à la rédaction. Je leur dis voilà, quand c'est moi qui m'en occupe, ça fait plusieurs années que c'est moi qui m'en occupe. Je sais pas si ça sera moi cette année, mais je dis voilà, Porsche remporte les 24 heures du Mans. Tu vois, alors l'année dernière, je crois que j'étais parti sur Ferrari, Toyota, je sais plus. Mais en tout cas, je fais un choix. C'est-à-dire qu'à midi, tu vois, t'es 4 heures avant l'arrivée, je dis ok, je pars du principe que c'est Porsche qui gagne le Mans. Et du coup, je fais ma construction, mon récit, etc. Évidemment, je vais pas choisir Lamborghini, hein, je pars sur un truc qui est quand même plausible. mais du coup, je fais ça pour... Avant, je le faisais peut-être dans la dernière heure, tu vois. C'est-à-dire que j'avais de l'analyse, mais je mettais le vainqueur dans la dernière heure. Là, je le fais très en amont. Oui. Mais c'est un pari, quoi. J'espère que cette année, ça sera simple. Voilà, moi je suis désolé, mais j'espère que ça sera pas simple. Non, je rigole. Ça voudrait dire que jusqu'au bout, c'est disputé. Et j'ai eu de l'aide en 2016. Là, je m'attribue le truc, mais j'ai eu de l'aide, évidemment. On m'a aidé, on m'a donné des infos, on m'a dit aussi de manière logique ce qu'il fallait changer, ce qui était du coup complètement plus valable, des stats. Enfin voilà, c'est un travail collectif. Ah non, mais complètement, c'est un travail d'équipe, hein, justement, comme en compétition, d'ailleurs. Hein. C'est pareil, hein, on relate la compétition, mais c'est un peu la même chose. Donc on a parlé des pilotes, justement, qui étaient dans cette aventure Toyota. Je voulais revenir sur les pilotes japonais, justement. Quels ont été les pilotes japonais qui ont été finalement les plus victorieux? Je pense qu'on peut dire que Kazuki Nakajima est pas loin d'être le meilleur. C'est ça, Nakajima, le meilleur japonais, c'est sûr. Kobayashi, deuxième avec une victoire, et après
Après, ça se joue à la participation, quoi. C'est qu'il y a Grand Fidèle. Ouais. Après, je dirais quand même l'équipage justement des 3 Japonais qu'on va citer hein, en 99 et qui offre donc un podium, une deuxième place. Voilà, Ukyo Katayama, ancien pilote de F1 évidemment, Keiichi Tsuchiya qui est ultra connu lui en Super GT japonais justement, et puis Toshio Suzuki que je connais moins, mais Toshio Suzuki, et ben quand même c'est un pilote qui est ultra fidèle aussi de la marque parce qu'en 85 il était déjà là, un peu comme Geoff Liss. Il a même fait mieux que Geoff Liss parce que Geoff Liss lui c'est 9 participations entre 85 et 98. Là, Toshio Suzuki, c'est entre 85 et 99 qu'il a fait des participations. Seulement 5, mais en tout cas, il a fait partie de cet équipage deuxième. Et j'oublie Hirakawa aussi. Hein. Je l'ai complètement zappé dans mes stats, mais il en a quand même 2. Ah, il a 2 victoires. Une seule, 2022, non? Ouais, oui, pardon, ouais. C'est vrai que moi aussi, j'avais tendance à l'oublier. Alors, il y en a un autre que j'avais oublié et que j'ai redécouvert finalement pendant la préparation de cette épreuve. C'est Yuji Kunimoto qui a fait une participation en 2017 avec Toyota. C'est dingue. Donc, du coup, c'est pas. Parce que, ok, tu me le sors comme ça. Donc, c'est pas avec toi que j'avais fait un quiz où on devait sortir tous les pilotes japonais qui ont roulé pour Toyota au Mans. Et celui-là, c'était avec Nico, je pense. Avec Nicolas Pasquale qu'on avait eu en invité à Rétroville. Oui, tout à fait. Où on s'était lancé là-dedans. Et on les avait tous trouvés, il n'y a pas de problème. Et par contre, le Kunimoto, celui-là, on l'avait pas, quoi. C'était le dernier. Attends, ouais. On les a tous trouvés? Oui, les non, autres. mais ouais. tu rigoles. Ouais, les autres, ouais. Ah, mais attends, Hidetoshi Mitsusada, tu savais qu'il non, a... non, je te parle de l'époque époque moderne, 2012. Quoi. Depuis 2012, tu vois, c'est pas si compliqué, il n'a pas eu tant que ça. D'accord. Oui, il y en a 3 ou 4. Ouais, Nakajima, Kobayashi, Hirakawa. Ouais. Bon, déjà, je pense qu'on a fait le tour. Ah bah on a fait le tour et après il y a Kunimoto. Tu vois. Non mais en fait, je crois qu'il fallait citer tous les pilotes qui ont participé avec Toyota depuis 2012. Et là du coup c'était un peu plus compliqué quand même puisque il y a eu un peu du pigiste. Enfin tu vois, le Alexander Wurz, pardon. Là comme tu l'as cité évidemment ça revient mais ça commence à dater un petit peu quand même donc. Ouais c'est vrai. Et puis surtout il est associé avec d'autres constructeurs. Alors maintenant moins parce que il est quand même conseiller spécial. Il est vraiment impliqué dans la dynamique. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était plutôt soit Formule 1 soit Peugeot quoi. Ouais, mais exactement, oui, il n'était pas du tout marqué Toyota, quoi. Ouais. Et il n'y a pas des petites anecdotes aussi où certains pilotes étaient à 2 doigts de rouler pour Toyota? C'est pas André Lauterer qui aurait pu signer avec Toyota dans ces années 2012-13? Alors, non, c'est plutôt après. En fait, André Lauterer, c'est comme Benoît Tréluyer. Ouais. Ils se sont fait approcher par Nissan pour rouler en 2015. Ouf. Ils ont décliné. Oui, parce que Benoît Tréluyer, il roulait chez Nissan pour le coup. Tout à fait, bien sûr. Il a eu beaucoup de succès d'ailleurs au Japon et il m'en parle également dans Trajectoire, le gars qui fait sa promo. Donc, non, mais il y avait une vraie logique et il m'avait dit qu'il avait été approché et qu'une des conditions c'était d'être bien payé, ça pourquoi pas. Ouais, d'avoir une voiture qui roule bien quoi. Ouais, ça même pas. Hein, il disait en fait, moi je veux bien, mais il faut aussi André Lauterer et Marcel Fassler. Ah. Et du coup, la légende dit ça, et ben on pourra, si on voit André Lauterer, on pourra lui demander, mais apparemment André, c'est pareil, ils lui ont dit, on voudrait que tu pilotes pour nous, il fait, ok, moi j'ai une condition, c'est qu'il y ait Benoît Tréluyer et Marcel Fassler. Ouais, bon, ok, vous êtes lourd. Donc ça c'est pas fait. Et par contre après, non, André Lauterer, il a eu effectivement une proposition de Toyota quand le programme Porsche s'est arrêté. Oui. Mais c'est Brandon Hartley qui a récupéré le baquet. Qui lui aussi venait de Porsche. Qui venait de Porsche. Et ouais, tout à fait. Il a refusé... ça, j'ai pas les raisons, je suis pas dans sa tête, mais de ce que j'ai compris, pour plusieurs choses. Parce que tu viens d'arriver chez Porsche, finalement, il en a fait qu'une, André Lauterer chez Porsche, donc ça, il en a fait un petit peu plus, non, il a fait que 2017, je pense. Ah ouais, c'est vrai, il venait d'arriver, t'as raison. Ouais, donc du coup, il s'est dit, ça fait un peu court, et puis je pense que Porsche se projetait aussi assez loin, on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, c'est un pilote avec lequel tu peux quand même développer des choses autour de la marque, il incarne quand même un truc, quoi, donc je pense qu'il a vu aussi un peu plus loin que ça, il a eu raison en un sens, puisqu'il a fait partie de l'aventure 963, donc champion du monde en titre sortant quand même. Hein. C'est clair. Donc je pense qu'il a une bonne vision, et après, par contre, il a toujours... Et puis il a eu son opportunité en Formula I. Par contre, il a toujours refusé de faire le Mans en GT. Donc voilà. Après, il le raconte en se disant, ouais, si j'avais signé chez Toyota, il y avait quand même potentiellement plusieurs victoires qui étaient récupérables, quoi. S'il était sur la bonne, il y en avait 3-4 de plus, quoi. Ah bah c'est clair que ça aurait pu changer les choses et ça aurait peut-être pu changer les choses aussi en la défaveur de Fernando Alonso. Exactement. Parce que quand même on va le rappeler, mais Fernando Alonso, lui il a un taux de participation de 2, enfin je veux dire un taux de victoire, de réussite 100%. Exactement.
Ouais, 2018 et 2018-2019. 2018, il fait le taf, hein, pendant la nuit, c'est quand même lui qui contribue nettement à prendre l'avantage sur l'autre voiture. Ouais. 2019, j'ai moins de souvenirs, je t'avoue. Oui. Ouais, ça Je déroulait pense que plus. c'est Bon. une des éditions les plus soporifiques des 24 heures du Mans. 2019, je pense qu'il s'est pas passé grand-chose. Non, non. Enfin, en tout cas, j'ai pas de souvenir non plus. Ouais, mais il y a des éditions où j'ai rien. Je sais plus. Non, mais 2019, ça en fait partie, vraiment. Genre, voilà. Ah, ces années-là, c'était plus difficile quand même Ah parce ouais. que justement, le Dieselgate avait fait partir Audi, avait fait partir Porsche par la suite. Et c'est vrai que Toyota, solide sur ses appuis, comme on dit, avait quand même moins de concurrence. Et c'est ce qu'on leur allez, reprochait, entre guillemets. Mais bon, ils y sont pas pour grand-chose, hein. C'est vrai qu'ils ont raté le coche sur des problèmes, on l'a dit, de malchance pendant des années. Mais pourtant, le rythme était là. Enfin, je veux dire, ça aurait pas été volé qu'ils aient 4 ou 5 succès de plus, quoi. Ouais, sauf que tu vois, tu l'as dit, il y avait moins d'intérêt, effectivement, mais j'en reviens au point que je développais au tout début de l'épisode. Mhm. La CO n'a pas relâché la bride totalement des Lola Rébellion, on leur a pas enlevé 100 kilos pour se dire allez, Non. allez jouer devant et vous allez gagner. Les victoires, enfin, en fait, comment l'expliquer pour que ça soit pas mal interprété? Ils ont donné des chances aux autres équipes. Je pense à Alpine quand il y avait Bien sûr. enfin d'abord la Là, R13, la One, je sais pas quoi, la Rébellion ouais, la R1. rébellion, quoi. Voilà. Ensuite, avec une peinture bleue, etc. Il y a quand même eu des occasions données, mais sur le papier, c'était pas jouable. Et en même temps, c'est normal, en face, t'as Toyota, quoi. Enfin, Bah oui, ça me paraît quand même assez logique qu'il y ait eu cette hiérarchie qui soit bien sûr. définie, quoi. Bah t'as, le truc, c'est que tu as quand même des intérêts financiers aussi. Enfin, je veux dire, quand Toyota, qui est donc, j'ai vérifié, le premier Ah, c'est constructeur bon. mondial encore en 2024 face à Volkswagen et le groupe VAG, bah en fait, tu te dis que comment SMP Racing en face avec leur BR1 peut s'imposer, comment Rebellion avec la R13 peut l'emporter. Enfin, c'est plus difficile à justifier, c'est Très belle clair. voiture, très, très fort moyen engagé, une passion. Les Glickenhaus, génial, enfin, tu vois, super bagnole. Bon, en face, t'as Ah quand même le oui! premier constructeur mondial, quoi. Donc, ça... Par contre, Glickenhaus, bravo Ah ouais, sur la fiabilité. Tu vois ce que je veux ouais, dire? C'est vraiment. pas Voilà, d'hybride. c'est ça le Mans. Si Toyota avait connu un manque de réussite ou un crash ou ce que tu veux, bah là, ça pouvait tourner dans le sens justement de la concurrence. Parce que, mine de rien, on a tendance à oublier, mais en 2020, alors évidemment qu'on l'oublie parce qu'il n'y avait pas de public, mais Toyota gagne, ok, avec 5 tours d'avance sur son adversaire. Mais l'adversaire, c'est pas Toyota, c'est Rébellion. C'est-à-dire que Toyota, c'est quand même pas passé loin, même dans cette période-là, de quand même se prendre un peu les pieds dans le tapis parce que la numéro 7, elle termine quand même un tour derrière la Rébellion, quoi. Ouais, exact. Non, mais Tu oui, vois, c'est donc vrai. finalement, c'était pas si couru d'avance, j'allais dire. Voilà, quand on dit que Le Mans choisit son vainqueur, on est dans le vrai, quoi. Voilà, bah non, mais c'est parfait, on est connecté. J'allais dire ça. J'allais dire, les gens qui critiquent d'un côté les victoires Toyota étaient faciles, c'est les mêmes personnes qui vont sortir cette phrase Le Mans choisit son vainqueur. Bah, du coup, voilà, Toyota, ils ont quand même été les chercher, ces victoires, hein. Il a quand même fallu tenir à 24 heures C'est clair. euh, en ayant des pilotes qui parfois font des sorties de piste. Ouais, ça peut arriver, effectivement. Par exemple, qui sont champions en WTCC, quoi, tu vois. Ah! Ah oui, d'accord. Et qui serait quoi plutôt d'Amérique du Sud, Argentine, du coup? Argentine, ouais. D'accord, soyons précis. Bon, attends, je veux quand même lui rendre hommage. Un Argentin vainqueur, c'était pas arrivé depuis Froilan Rodriguez. Et donc, il a gagné quand même José María Lopez en 2021. Enfin, j'allais dire, avec Konoe Kobayashi, parce que franchement, il me faisait de la peine. Et pour animer la conférence de presse de fin de course, depuis des années, je voyais Kobayashi arriver. Et Ouais, il est quand même toujours sympa, tu vois, il fait ouais, toujours des petites blagues, c'est mais vrai. tellement frustré. À chaque fois, c'est lui qui était deuxième derrière l'équipage Buemi, Nakajima, soit Alonso, soit Hartley, mais jamais ça allait dans leur sens, quoi. Et enfin, là, la délivrance en 2021, j'étais quand même vraiment super heureux pour Conway, Kobayashi et Lopez, franchement. Ah, bah, carrément, moi aussi, ça. Déjà, ça changeait un petit peu. Oui, c'est Et vrai. puis même, oui, c'était. Parce que ça doit être dur à vivre hein, quand même, quand tu sais que c'est Ouais, Toyota qui est favori et que c'est jamais ta voiture qui est victorieuse, quoi. ouais, t'es content, ok, ton employeur a gagné, les objectifs sont remplis, il y a un doublé, mais waouh, la frustration de rentrer chez soi et de pas avoir gagné Le Mans, enfin, c'est quand même. Oui, je pense que c'est assez fort, quoi. Quand tu finis. Enfin, j'ai un autre exemple en tête, tu vois, de conférence que t'as peut-être animé aussi, mais je me souviens de 2016 où il y a une Audi qui finit troisième, puisque du coup la Oui, Toyota ne finit pas, donc il y a une Audi
Audi était nulle part en 2016. Hein. Il y en a une qui finit 3e, où il y a Loïc Duval qui est donc qui est là, qui était sur la voiture. Ouais. Et c'est la dernière participation de Audi au Mans, on le savait pas à l'époque, mais ou alors il avait annoncé tout juste. Et je me souviens, donc, je sais pas si c'est toi, mais la personne qui anime lui demande, mais vous êtes déçu d'être 3e? Et Loïc Duval il fait, bon non. Il dit en fait, déjà je m'attendais pas à monter sur le podium il y a 10 minutes. Et en fait, on a été nulle part. Bon, il taclait un peu. Je pense qu'on savait que Audi s'en allait. Il dit la voiture, elle est nulle part. Elle est éclatée, on n'a rien fait. Et en fait, il était même pas déçu, tu vois, parce qu'il s'attendait même pas du tout à ça. Il était même pas. Il s'imaginait. C'est vrai que pas c'est dingue. Alors parce que ça n'a pas dû arriver souvent. Ouais. Non, mais attends, Audi qui termine à 12 tours. Ah ouais. Ah, mais surtout, alors voilà, tandis que tu vois, José Mario Lopez, quand il a fini plusieurs fois 2e, ouais, à un tour ou dans le même tour, ou alors on a figé les positions 5 heures avant, là ça doit être frustrant de ouf. Loïc Duval, clairement, 2016, je parle de lui, mais j'aurais pu prendre un autre exemple. Hein. Ou Eddie Grassi ou Jarvis, on s'en fiche. Mais... Ouais, voilà, il était pas frustré, il était là, bah de toute façon, ouais, voilà, je l'ai jamais envisagé, quoi, celle-ci. Celui-là, on le prend, le podium. Ah ouais, c'est clairement, bon. ouais. Bon, je sais pas s'ils sont à compter les podiums dans leur carrière. Ça va. Podium au Mans, je dirais quand même que non, ça compte. Quand même, Duval, il l'a gagné, donc c'est bon. Je pense que tu le parles plus de. Mais je crois que j'en avais parlé en plus de ce podium-là. Mais oui. Ouais, tu crois qu'on oublie. D'accord. Non, on oublie des podiums. On n'oublie pas, mais c'est que ça reste quand même la victoire. Lui, il a Sebring Le Mans, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal dans le palmarès. C'est bien, c'est bien. Donc finalement, en 27 années de participation sur les 40 ans, parce que voilà, on célèbre Toyota la 40 ans de présence, j'allais dire, mais pas sans discontinuer, parce qu'il y a eu cette interlude Formule 1. D'ailleurs, c'est vrai que sur les 27 années de participation, il y a eu quand même beaucoup de pilotes qui sont issus de la Formule 1. J'ai l'impression qu'il y avait cette envie justement de créer des passerelles. Alors je ne parle pas juste des pilotes japonais comme Aguri Suzuki, comme Satoru Nakajima, ou comme Kobayashi, hein, évidemment. Mais il y avait voilà, Eddie Irvine, on l'a dit. Alan Jones a même roulé pour Toyota en 87. Une participation. Paolo Barilla, qui a gagné avec Porsche, a roulé également avec Toyota. John Watson aussi. Enfin, tu vois, quand on revoit des noms comme ça. Roland Ratzenberger, tu l'as dit. Bien sûr. David Brabham, qui en 92, lui, n'est pas avec Peugeot. Il est avec Toyota. C'est vrai. Quand même dingue. Stéphane Johansson, tu vois, je pourrais citer encore d'autres pilotes qui sont passés par la Formule 1. Thierry Boutsen, tu l'as dit. Vincenzo Sospiri. Alan McNish, bien sûr, qui aura été finalement, lui, un des grands pilotes importants de l'aventure Toyota en Formule 1. Mais là, faut quand même pas l'oublier. Il a gagné en 98 avec Porsche et il va chez Toyota avec la GT1. Donc il y avait de gros espoirs pour ces pilotes qui étaient issus de la F1, justement, pour aider Toyota à s'imposer. Et puis Martin Brundle, bien sûr, qui a fait la pole position en 99. Quoi. Dis-toi quand même que McNish, si tu dois faire une collection de miniatures au 1.43 d'un pilote, tu vois, dis-toi que si tu fais Sébastien Buemi, bon bah ça va être beaucoup Toyota, tu vois. Si tu fais McNish, tu passes quand même de la 900 GT1 à la Toyota GT1 à Audi R8. Enfin, en 3 ans, il y a un enchaînement qui est juste incroyable de 3 voitures qui sont quand même emblématiques. Enfin, il gagne pas en 2000, mais par contre 98 il gagne, 90. Enfin, c'est cet enchaînement, il est assez fou, je trouve, de passer de 3 à 3 constructeurs différents. Puis après, il part en Formule 1, mais ce qui est assez fou, c'est que moi j'ai quand même l'impression qu'à l'époque, c'était moins figé dans le marbre d'être affilié à un constructeur. C'est-à-dire que là, tu as Buemi, tu sais qu'il est Toyota. Je vais te dire que chez Audi, Biella, Christensen et Pirot, tu sais que c'est Audi. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'en as d'autres qui sont passés de l'un à l'autre d'un constructeur. Enfin, tu vois, quand je vois McNish, t'en as parlé. Je vois, franchement, même Eric Hellary. Eric Hellary, il a roulé pour Peugeot, pour Toyota, pour Courage, pour Pescarolo. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que à l'époque, je sais pas pourquoi, c'était peut-être un manque d'opportunité, mais tu avais des pilotes qui étaient quand même de référence et qui finalement passaient d'un bac à l'autre. Il y a deux phénomènes, je pense. Premier phénomène, c'est que tu as des pilotes et tu vas en côtoyer un que j'apprécie et qui est un peu comme ça, Tristan Gomandi. Oui. C'est des pilotes un peu mercenaires, c'est-à-dire que les mecs, c'est pas des chasseurs de primes, mais il y a un projet dans lequel ils croient, ils y vont. Puis parfois, ça va être un one-shot, ça va être une course, 2 courses ou une demi-saison. Mais voilà, ils se battent. Tom Dillman, on en a souvent parlé, il a aussi longtemps été comme ça. Aller chercher de la perf, aller chercher des volants. Et du coup, t'es aussi opportuniste, au bon sens du terme. Hein. Eric Hellary, je pense qu'il a un peu ça.
Pierre-Henri Raffanel, tu l'as dit, il a roulé aussi sur pas mal de voitures différentes au Mans. C'est vrai. Donc tu as ce phénomène-là, et tu as le deuxième phénomène, c'est que à l'époque aussi, fin du championnat du monde 92-93, plus de championnat du monde d'endurance. Ah oui. Les programmes sont aussi partiels. La GT1, on l'a dit, elle a roulé qu'au Mans. Je vous mets les 1000 km de Fuji de côté, hein, vous voulez bien. Et Oui. ce que je veux dire, c'est que le programme officiel de Alan McNish avec Toyota, c'est une course, quoi. Ça, c'est le Mans, en fait. Donc, de toute façon, en fait, ils étaient obligés d'aller chercher ailleurs des trucs. Parce que tu peux pas te faire une saison sur une seule course, quoi. Ouais, c'est vrai, et Toyota en plus à cette époque-là était impliqué en rallye, mais pas ailleurs sur la piste, je veux dire. Donc c'est pas comme Audi qui avait un contingent de pilotes qui pouvaient rouler en DTM ou en STW ou ce que tu veux. Et puis ou alors chez Porsche, t'avais le programme officiel parce qu'ils faisaient le FIA GT, donc t'avais du Uwe Alzen, tu vois, du Dalmas, enfin des gens comme ça. Ah, tu vois, c'est intéressant. C'est pour ça du coup qu'on a une variété de pilotes. Attends, je crois que Schneider, dans l'histoire, Schneider chez Mercedes, tu vois, il était fidèle de ouf. Et après, il fallait bien compléter les équipages pour faire le Mans. Mais en vrai, sinon, t'avais ta base de pilotes, t'avais ton Heidfeld, ton Schneider, etc. Voilà quoi. Les autres. Mine de rien, quand tu vois les statistiques de Toyota, statistiques, je parle plus au niveau des résultats, mais au niveau des effectifs, depuis 85, sachant qu'ils en ont quand même raté des événements, on l'a dit, 13 années d'absence quand même sur la période de 40 ans, donc il y a quand même une décennie, plus d'une décennie où ils n'étaient pas aux 24 heures du Mans. Tu as plus de 65 pilotes qui sont passés par l'équipe Toyota ou qui ont roulé sur une Toyota prototype. C'est plus du tout le cas maintenant. En fait, je trouve que c'est devenu Toyota, c'est leur force aussi, une équipe où tu as de la stabilité. C'est quand même globalement ça chez les constructeurs, mais Toyota a vraiment cet apanage-là, j'allais dire, un petit peu comme Ferrari, de rester fidèle et avec les mêmes équipages globalement. Ils ont, puisque c'est le premier constructeur au monde, ils ont, je pense, aussi une aisance à proposer de bonnes conditions de travail. Là, je parle clairement rémunération, et je parle aussi projection, c'est-à-dire que j'imagine que les pilotes qui sont chez Toyota, ils sont très bien au courant de où va la marque, est-ce qu'elle va se retirer l'année prochaine ou pas, est-ce qu'elle va continuer encore 5 ou 10 ans, est-ce qu'ils vont miser sur l'hydrogène, est-ce qu'ensuite tu pourras devenir ambassadeur, enfin, tu vois, c'est plein de trucs que tu n'as pas chez un plus petit constructeur ou chez un constructeur qui s'engage juste, enfin Lamborghini, j'en ai parlé tout à l'heure en rigolant, mais je pense que Romain Grosjean, par exemple, il a très bien fait d'aller dans ce projet Lamborghini, ça l'a fait venir au Mans l'année dernière. Bien sûr. C'est super, mais voilà, on voit bien que si maintenant il a une opportunité ailleurs, et si son contrat le permet, je pense qu'il va peut-être aller voir ailleurs, si l'herbe est plus verte, quoi. En fait, les plus petits constructeurs ont moins de choses à offrir, donc forcément, ils ont une volatilité en termes de pilotes qui est plus importante, quoi. Ah oui, c'est vrai, ça je comprends. Et puis après, tu as les constructeurs comme Porsche. Oui. Après, on va peut-être boucler là-dessus, mais tu as les constructeurs comme Porsche qui, eux aussi, n'hésitent pas parfois à faire du ménage, quoi. Oui. Ils peuvent se le permettre dans le sens où justement le constructeur est fort et l'équipe fait envie. Donc voilà, il y a d'autres constructeurs qui peuvent pas vraiment se permettre de faire le ménage entre guillemets parce que ils seraient un peu en difficulté. Quand tu es en position de force, voilà, tu as plus de... Mais c'est marrant, oui, tu as raison. Tu vois, aussi Peugeot, ça me surprend un peu, mais Peugeot est d'une fidélité à ses pilotes depuis le début du programme 9X8. Ouais, c'est vrai. Il y a eu des changements qui ont été à la marge et obligatoires parce que Magnussen il est retourné en F1, Stoffel Van Dorn, etc. Enfin, il y a eu quelques ajustements, mais ce que je trouve bien, par contre, tu vois, pour faire le lien et on pourra effectivement bientôt conclure sur cet épisode historique donc de Toyota. J'espère que ça vous a plu sur le fait que quand tu es pilote de réserve chez Stellantis Peugeot, tu as une chance d'accéder aux 24 heures. Oui. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Ça a été le cas aussi pour Hirakawa. Il a fait ses armes en LMP2 et puis il a été donc confirmé dans le programme officiel et maintenant il a clairement sa place, même si voilà, on a rappelé l'épisode malheureux de 2023, mais c'est vrai que c'est aussi intéressant, je trouve, de la part des constructeurs de former leurs pilotes et de les garder dans le giron. Ça c'est quelque chose que j'apprécie, tu vois. Ah ben non, mais carrément, moi aussi. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Surtout que ça apporte un peu de stabilité dans une compétition qui est quand même très compliquée à suivre parce que autant la Formule 1 d'une année à l'autre, ça va, il y a quand même des guides un peu au niveau des livrets, au niveau des pilotes. Certes, on a connu des saisons où il y a un sacré mercato récemment en Formule 1, mais ça va, ça reste quand même lisible sur 20 bonhommes et 20 voitures, on y arrive, quoi. En endurance, waouh, heureusement qu'il y a l'Endurance Club pour... alors vous, j'espère, mais surtout, j'allais dire pour moi, franchement... Depuis qu'on a l'émission ensemble, ça me permet aussi de me mettre à jour et de garder toutes ces infos en tête parce que tu fais une coupure pendant 2 ans où tu suis ni ELMS ni WEC, tu reviens, t'es paumé, hein. Franchement, c'est incroyable.
Ouais, c'est clair. Bah, c'est pour ça qu'on est là, justement. Donc Ah bah voilà, pour voilà. conclure, en tout cas, cet épisode sur les 40 ans de Toyota, eh ben, statistique assez intéressante du coup, hein. 5 victoires, bien sûr, 18 podiums en tout. 8 pole positions quand même, hein, avec cette équipe. Et pareil, 8 vainqueurs. Alors j'allais dire seulement 8 pilotes vainqueurs au Mans avec Toyota. Donc on a Buemi, bien sûr, 4 victoires et 8 podiums. Mhm. Kazuki Nakajima, 3 victoires, 4 podiums. C'est lui le pilote japonais le plus victorieux avec la marque. Fernando Alonso, bon lui c'est ratio 100%, 2 courses, 2 victoires, 2 podiums. Brandon Hartley, 2 victoires et 4 podiums. Mike Conway, quand il roule et quand il se blesse pas, eh ben, ça gagne. 1 victoire et 6 podiums en tout. Ah bah oui, mais non, mais quand il fait du vélo, voilà, ça, c'est compliqué. Kamui Kobayashi, 1 victoire, une seule victoire, je dirais, parce que Kamui Kobayashi, Ah franchement, il ouais. n'était pas toujours dans la bonne voiture. Clairement, c'est ouais, vraiment frustrant, j'imagine. José Maria Lopez, 1 victoire, 6 podiums en tout. Alors là, cette année, normalement, il n'y a pas de prototype à son actif. Bon, cela dit, l'année dernière, c'était pas le cas non plus. Puis finalement, c'est bien lui qui a fait le dernier relais pour se battre contre Ferrari. Mais là, il sera chez Lexus, normalement. Et puis Ryo Hirakawa, donc 1 victoire, 2 podiums. Seulement 8 pilotes vainqueurs donc, avec Toyota au Mans sur les 26 éditions donc, auxquelles Toyota pardon, a participé. Donc voilà, c'est vrai que ça fait partie quand même, mine de rien, hein. C'est vrai que on le sait, ils ont manqué pas mal le coche et on l'a dit sur plusieurs années de malchance où on n'est pas passé loin et où on a eu des deuxièmes places à foison. D'ailleurs, c'est l'occasion de le dire. Donc 92 deuxième, 94 deuxième, 99 deuxième, 2013 deuxième, 2016 deuxième, 2023 deuxième, 2024 deuxième. Ça en fait des deuxièmes places. C'est incroyable quand même. Bah ouais, c'est ça. Mais bon, on l'a vu, ce sont de grands animateurs de la course quand même, C'est effectivement. vrai. Mais ces deuxièmes places, elles marquent. Pour moi, ça fait vraiment partie de cette histoire de Toyota au Mans, quoi. Mais c'est vrai. Ça ne rend Toyota que plus Poulidor. belles les victoires, quoi. Ouais, non, mais ça ne rend que plus belles les victoires qui ont été acquises. Certes, face à une concurrence plus réduite, mais on peut pas leur reprocher cette volonté de s'être accroché longtemps et d'être toujours présent. Même, en plus, là, ils connaissent une période difficile, hein. Ferrari, ça fait 2 ans de suite, ils sont toujours là, ils ont pas lâché. C'est Donc, vrai. ouais. Eh ben, on va voir justement si Toyota va pouvoir prendre sa revanche et rejoindre les Bentley Boys, puisque ils ont 5 succès aux 24 heures du Mans. Toyota, Bentley en a 6, donc ça serait une opportunité, voilà, de revenir encore un peu plus dans la légende du Mans et d'intégrer ce fameux top 5 des constructeurs victorieux, puisqu'on sait que Porsche a 19 victoires à son actif, Audi 13 victoires, Ferrari 11 du coup, Jaguar 7, toujours en 4e position, et puis donc Bentley qui devance Toyota, mais quand même Toyota hein, est sur les bonnes positions, j'allais dire, avec ces 5 victoires. Ils ont le trophée déjà à la maison, le trophée officiel, Ouais. parce qu'ils ont donc ces 3 victoires de suite. Enfin, ces 3 victoires, tout simplement. Et, Ouais, c'est de et suite, peut-être que t'as raison. Il faut en avoir 3 de suite. Ouais. voilà. Et donc Ferrari pourrait emmener ce trophée à la maison C'est aussi, l'enjeu de. s'il y avait un succès en 2025. C'est quoi ton actu? Tu vas au Mans? Je crois que je vais au Mans, Ouais. ça m'arrive, et j'y vais à partir du pesage. Donc voilà, ça sera un grand plaisir de vous y retrouver si vous y êtes. Ensuite, il y a la journée test, et là, on va se retrouver, et on fera un épisode spécial d'ailleurs, hein, pour revenir Bien un peu sûr. sur ce qui s'est passé sur la journée test. Et puis, on fera un épisode, on va essayer d'avoir le temps en tout cas, de présentation plus précis de cette édition des 24 heures. On est optimiste, on va essayer de le faire le lundi, Oui, sur la semaine voilà, des 24. exactement, c'est ça. Bah, mon actu, c'est ça aussi, du coup, hein. Là, Bah oui, forcément. parce qu'on n'a pas eu le temps de débriefer, mais je suis revenu de Spa Classique. Mais oui. Bien. Alors on parlera du classique peut-être avec un épisode sur Le Mans classique, on essaiera de Oui, faire on ça. essaiera de faire ça, mais c'est vrai que c'était une édition humide, pluvieuse. Ah oui, Bon, fallait s'y attendre, mais après Barcelone qui était déjà sous la pluie, là, encore sous la pluie. Bon, j'étais bien en petite cabine, donc on était pas mal. Mais il y ouais. a eu du spectacle en piste, donc c'était très sympa. Et moi, je retourne en historique à Imola, donc c'est dans un peu plus d'un mois et demi, ça doit être Ah, c'est en juillet. 2, 3, 4, 5, 25, un truc comme ça. Enfin, c'est dernière partie du mois de juillet. Je serai pas au Mans classique, donc, mais on aura le temps d'en parler largement. Mais ouais, c'est vrai que mon actu, bah, du coup, c'est le Mans. Moi, j'arrive pour la journée test dimanche. Ah, parfait. Bon, bah impeccable. Donc voilà, c'est ça notre actu. Puis il y a toujours les podcasts trajectoires aussi. Je vais essayer, je promets rien parce que c'est vrai que les calendriers sont assez chargés, Oui, ou le planning en tout cas assez chargé, mais il y a un épisode avec Henri Pescarolo, la suite de l'épisode numéro 50, où justement Henri me raconte plein d'histoires sur les 24 heures, et il en a à raconter, ça c'est clair, en 33 participations au Mans et en championnat du monde d'endurance d'ailleurs, hein, il me raconte des histoires avec Alfa Romeo, etc. Donc c'est vrai que c'est assez
assez intéressant de voir et d'entendre cette légende des 24 heures, donc légende comme Toyota bien sûr, qui va essayer pour le 40e anniversaire de présence de s'imposer. Ça serait quand même beau, j'allais dire ça serait mérité après tant de deuxième place et tant de déconvenus face à leurs adversaires. Ah, je dirais que ça serait un juste retour de choses, pourquoi pas. Ça serait un juste retour des choses. Après, ouais, j'attends peut-être un autre constructeur. On va voir, on fera cet épisode un peu état des forces en présence, tout ça. Ah, ça m'intéresse. Ouais, on verra ça. Bon, ok. Eh ben, on sera prêt. En tout cas, dans l'Endurance Club, on a fait un bel épisode, pas aussi long que Le Mans 95, mais voilà, on a essayé d'être complet autant que possible sur les participations donc des Toyota de l'année 75 en tant que motoriste avec la Sigma jusqu'en 2024, bien sûr, avec la Toyota GR010 hybride. Avant peut-être une nouvelle version d'une auto, on est en train de travailler chez Toyota pour avoir une voiture qui puisse peut-être débloquer plus de performance encore dans cette fameuse box, cette balance de performance qui est là pour donner toutes les chances à tous les constructeurs. Et pour l'instant, eh bien, Toyota va essayer au Mans de tirer son épingle du jeu parce que le début de saison, on l'a dit hein, dans l'épisode précédent, enfin il y a 3 semaines, c'est pas glorieux pour l'instant pour Toyota, mais je crois quand même qu'il faut se méfier toujours de cette équipe qui est ultra organisée et qui met les choses en place pour essayer de s'imposer justement dans la Sarthe. Exactement. On peut pas dire mieux. C'est ça. C'est l'enjeu de la course qui nous attend. Bon, bah parfait. On va voir effectivement tout ça d'ici peu sur l'Endurance Club. Vous connaissez évidemment l'adresse, donc ce soit sur YouTube parce que vous êtes de plus en plus nombreux et on vous en remercie. N'hésitez pas à commenter, à mettre des petits likes, etc., des pouces bleus. Je sais pas ce que ça fait sur l'algorithme, mais en tout cas, il paraît que c'est bien, donc on le demande. Et puis, voilà, des commentaires sur Apple Podcast, sur les plateformes et des étoiles. Ça sera évidemment une rémunération qui nous plaira et une rétribution qui pourra permettre de faire encore connaître cet Endurance Club justement. Merci beaucoup Geoffroy. Merci Anthony, puis à très vite. Bah oui, on se voit dans quelques jours justement pour débriefer de la journée test, puis ensuite basculer sur la présentation des 24 heures du Mans. Oh, ça va être chargé, hein. Ça va être très très chargé. Là, je pense que la semaine, elle va passer ultra vite parce que de mon côté, ça sera les fanzones, les stands et puis le commentaire sur l'application officielle WEC. Toi, ça sera également avec le site officiel des 24 heures. Bref, ça va être une belle semaine. La semaine 24, de toute façon, c'est celle qu'on attend depuis le début de l'année, à chaque fois. C'est la meilleure, c'est la meilleure. C'est la meilleure, parfait. Eh ben merci beaucoup pour votre fidélité et on se retrouve dès quelques jours, je dirais la semaine prochaine ou pas d'ailleurs, la fin de semaine, dès le dimanche de la journée test pour en savoir plus sur ce qui se sera passé pour les 24 heures du Mans. C'était l'Endurance Club et donc on se retrouve très vite sur les ondes. Ciao ciao.